Alors, vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores, toujours moi qui est votre animateur, Mathieu. Et avec moi, j'ai mon fidèle compagnon qui ne peut jamais me quitter car c'est grâce à lui aussi que l'émission existe, Max! Est-ce que tu sais comment toi puis moi on s'appelle? Non. Nous sommes pas Venom, asti. Effectivement, cette semaine, on parle de Venom, un film très attendu qu'on avait hâte de voir. Même si la critique nous avait un peu refroidi au début de la semaine dernière, on a quand même bravé vent et tempête pour aller écouter ce film. On vous en parle dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler de Barbie, d'un gros camion et d'un lion. Et sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques. On va commencer par ce qu'on a vu et écouté. Et je vais commencer vu que j'ai vu moins de choses que toi pour une fois. Ce qui est assez rare d'ailleurs. On dirait que j'ai le goût de m'acheter un 6,49 d'un coup. Ah ouais? Ouais, un 6,49. Ça arrive tellement jamais que je pense que ça serait unique. Tu iras après l'émission, ça serait comme un événement. Mais j'aimerais ça faire une petite parenthèse, est-ce que tu me permets? Oui, vas-y. On a eu la chance, toi puis moi, de jouer à un jeu d'horreur. On vient de finir, puis avant de faire le podcast, puis on était censé jouer quoi, une demi-heure? Ouais. Finalement, on a passé quoi, 2 heures et demie? On a passé à travers. Je veux le plugger parce que c'est un petit studio québécois qui a fait le jeu. C'est juste comme 2 gars, j'ai compris, ou peut-être 3 au maximum. Et dans le fond, c'est un jeu qui s'inspire fortement de Silent Hills qui a été annulé sur PS4. Et dans le fond, c'est ça se passe dans une maison. Puis le jeu, il fait peur, mais c'est surtout son ambiance qui est pesante, qui est lourde. Puis chaque coin de porte te fait peur. Puis je dois féliciter mon collègue Mathieu qui a affronté le jeu du début à la fin. Même moi, j'étais pas game. Écoute, je suis un homme comme il ne s'en fait plus, un héros des temps modernes. Oui. Mais pour vrai, c'est excellent. Là. Je pense Écoute, c'est super bon. J'étais scénaire du début à la fin. J'ai adoré l'ambiance, c'était bien fait. Évidemment, le contenu était, même pour 2 heures, je veux dire, vu qu'on connaissait pas trop le chemin, c'était long, mais en tant que tel, c'est pas très long. Donc, il y a quand même pas mal de contenu, mais pas autant que ça devrait, mais ça reste une bêta, donc c'est quand même très bien. C'est ça, dans le fond, pour préciser, le jeu est en early access, alors Ouais. il est comme pas complet encore. Puis pour résumer, j'ai oublié de dire le nom du jeu, mais c'est Visage. Un visage, voilà. Il est 20$ actuellement, alors qu'on se parle, jusqu'au 9, fait que jusqu'à la sortie du podcast. Fait qu'il il va être 25$, mais... Voilà. Bon, excuse-moi de dérailler, Mathieu, je te laisse y aller. On retourne dans les chroniques. Donc, comme j'ai dit, je vais parler de ce que j'ai vu parce que j'ai pas vu beaucoup de choses cette semaine, contrairement à Max. Ouais. Alors, d'abord, j'ai tenté une série pour la deuxième fois. Je l'ai encore mis sur la glace parce que je sais pas, j'ai de la misère à embarquer. C'est Peaky Blinders. C'est pas le gars qui joue l'épouvantail dans oui, Batman? c'est l'acteur qui joue l'épouvantail dans la saga Batman. Et anecdote, il avait d'abord postulé pour jouer Batman, mais le réalisateur, il a pas choisi pour faire Batman, il a tellement aimé sa performance qu'il l'a pris pour faire un rôle de méchant dans le film. Et c'est un des rares personnages qui est dans les 3 films. Parce c'est le seul méchant qu'on voit dans les 3 films principalement. C'est l'épouvantail, qui est un excellent méchant d'ailleurs, qui est quand même bien interprété dans la saga. Ouais, j'ai aimé sa façon d'être. Il est pas beaucoup présent malheureusement, mais pour les scènes qui est là, c'est vraiment bien apprécié. Donc, c'est une série historique qui se passe après la Première Guerre mondiale. On suit une gang en Angleterre, dans une petite ville, où qui sont, dans le fond, c'est eux qui font la loi là-bas. Et ils ont le contrôle sur toute la contrebande et tout ça. Et dans le fond, ils sont très réputés. Et du jour au lendemain, ils vont envoyer une espèce de shérif en ville pour enquêter et nettoyer cette ville-là. Et donc, dans le fond, on va suivre leurs histoires. Et c'est très bien fait. L'ambiance est très bonne dans le côté décor. Vraiment, la fidélité de l'histoire, c'est vraiment très beau. J'ai vraiment vu des aussi beaux décors historiquement, surtout pour une série TV. Et l'ambiance est très bonne. Je dirais qu'elle est un peu lente à partir. J'ai écouté 2 fois le premier épisode. Je l'avais écouté une fois l'année passée. Puis j'ai oublié d'en parler au podcast. Je l'avais mis ça à la glace, puis il n'y a pas longtemps, je ne savais pas quoi écouter. Fait que j'ai donné une deuxième chance, j'ai écouté le premier épisode pour en mettre dedans. Et j'ai quand même apprécié, mais comme je dis, le premier épisode est assez lent, même si il y a quelques éléments intéressants qu'ils mettent en place. D'ailleurs, il y a une actrice là-dedans qui s'est fait quand même grâce à cette série-là, qu'on voit de plus en plus dans les films. C'est Annabelle Wallis, qui est connue récemment grâce au film La Momie, entre autres, qui faisait le rôle principal, et aussi Tag, qu'on a critiqué il n'y a pas longtemps. Dans la blonde, là. Ouais, c'est elle qui fait la journaliste. Elle fait de plus en plus gros rôle, mais elle s'est fait d'abord connaître par cette série-là. Donc, une petite information de même. Mais la série est intéressante. Dès que je vais avoir fini mes autres séries qui sont sur la glace, que je suis en train de faire, ça va être une de mes prochaines parce que l'acteur principal, j'ai un peu de misère avec son visage, mais il a un charisme et il a une prestance qui est excellente. Puis je me rappelle ses performances en Batman m'ont très convaincu. Donc, je veux. Il ferait un bon film de tueur.
Ouais, il ferait bon, ouais, exactement. Et là-dedans, justement, il est sombre. Tu vois qu'il est capable. C'est l'ancien soldat, puis tu vois qu'il est capable de tuer. Il joue dans Dunkirk aussi, je pense. Hein? Je pense que oui Je aussi. pense que j'ai pas vu Dunkirk, mais il me semble qu'il est Mais je dedans. sais que c'est un des acteurs favoris Nolan, là. de Nolan, voilà. Donc, Ouais, parce qu'il était dans Inception aussi. oui, Inception, c'est vrai, c'est lui qui qui se fait rentrer dans sa tête, effectivement. Donc, c'est pour ça, j'ai juste vu un épisode, donc je peux pas vraiment plus en parler. Sinon, j'ai continué mon marathon de Brooklyn Nine-Nine. Ah, faut que tu l'aimes, là, la tonne. Hein? Tout est bonne, mais on est à la gosse, là, à force de l'écouter, surtout quand tu fais un marathon non-stop. Je suis rendu à la saison 3. Je pense que je suis au milieu ou presque au milieu de la saison 3. Très bonne série, j'adore l'humour, très léger. Ça se coûte très bien, des épisodes de 20 minutes, il y a genre 16 épisodes par saison. Donc ça se fait super bien, ça se fait super rapidement. Ce qui est dommage dans un sens parce que j'ai quasiment fini si on veut dire, parce qu'il y a 5 saisons pour l'instant. Il y a une 6e qui sort bientôt. En janvier. Donc je vais être à jour dans pas long. Reste que j'adore les personnages principaux, c'est les mêmes à travers les saisons. T'as 3 actrices, 3 acteurs, si je me trompe pas. Ouais, Non, 4 acteurs, 3 actrices. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. T'as Terry Crew. T'as Terry Crew, t'as le capitaine, t'as le personnage principal, puis t'as son meilleur ami. Ouais. Fait Charles. 4. T'as la fille policière qui a pas d'émotion, l'autre qui est lécheuse de boss, puis t'as l'assistante du capitaine. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a 3. Puis il y a quelques personnages qui reviennent de temps en temps dans la série qui sont récurrents. Entre autres, l'ennemi juré du capitaine, qui est une femme policière, etc. Mais j'adore l'ambiance, j'adore l'humour. Je l'écoute en version originale avec des sous-titres, je tiens à le préciser. J'ai tenté le premier épisode en français. Et c'est rare que je dis ça, mais le doublage, comme pour New Girl, je crois que c'est un problème pour cette chaîne-là. Le doublage est vraiment mauvais. Et pour comme New Girl, j'ai pas aimé le doublage, donc je l'ai écouté en version originale avec des sous-titres. Et ça me va très bien. Et ça permet aussi, dans un sens, un certain gars qui prend plus de sens, je trouve, dans cette mesure-là. Entre autres, le personnage principal s'amuse des fois à imiter le capitaine. Et je me demande, j'ai pas vérifié, mais je me demande si en français ça fait autant qu'en version originale. Parce qu'en version originale, l'acteur il l'a super bien, il l'imite super bien, surtout parce que c'est aussi un imitateur à la base. Donc c'est un de ses talents. Mais bref, l'humour là, de cette série-là, c'est. Quand elle a été cancellée, la série a comme explosé par après. Genre, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui ont découvert la série, qui ont accroché. Genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que le bouche à oreille a vraiment aidé. Là. Ben, sur le coup, je la boudais quand elle a été renouvelée. Parce que l'épisode mystérieux n'a pas été renouvelé à ce moment-là, ça me faisait chier. Et je comprenais pas pourquoi celle-ci particulièrement devrait être renouvelée. Et là, avec le temps, j'ai fini par décider de l'écouter. Et je regrette pas, elle est super bonne. Je suis content qu'elle soit renouvelée dans la mesure que. Tu ris beaucoup, là. Ah, écoute, je ris fréquemment. Et il y a des situations tellement loufoques dans cette série-là. C'est une série policière humoristique, mais il y a souvent des épisodes qui n'ont pas d'enquête. C'est juste des histoires entre les personnages qui se passent. Mais il y a un fond pareil dans certains épisodes, là. Ouais. Puis il y a souvent une morale, même si le personnage principal Il est immature, là. il est immature à fond, puis c'est pas un mauvais acteur en soi, mais C'est pas lui qui te fait des triper fois le il me fait super rire, mais des fois il manquerait un peu de touche de sérieux, dans la mesure qu'il y a des situations qui demanderaient un peu plus de sérieux, puis lui fait juste plus déconner. Ouais. Il est pas capable d'avoir comme une limite. Je sais pas à quel point il y a de l'impro dans la série, là, mais. Je me le demande, mais il reste que les scénarios sont super bons, les textes sont bien placés. J'aime, il y a comme une continuité dans les 3 premières saisons. C'est à chaque Halloween, ils se font une compétition. Ouais. Puis c'est vraiment drôle parce qu'au début, le premier épisode d'Halloween, t'es comme ok, ils se font une compétition, c'est bien drôle. Puis ça continue après dans saison 2 et dans saison 3, ils se font un défi. Et c'est vraiment très drôle et intense dans le sens que ils font comme une sorte de compétition, puis c'est bien fait. Par contre, je dirais que la 3e saison pour l'épisode d'Halloween, j'ai deviné la fin avant même que ça arrive. Là. Ah ouais? C'était, je vous dis, quasiment dès le début, tu le vois. Là, je veux dire, c'est placé pour. Là. C'est pas une série très profonde en soi, donc il y a des choses assez évidentes à catcher. Mais dans l'ensemble, c'est très bon. T'écoutes pas cette série-là pour la profondeur des émotions des personnages, Non, c'est pas pour le le background, le passé des personnages obscurs. Non, t'écoutes ça parce que l'humour est bon, puis qu'à chaque épisode, il y a une situation, souvent loufoque, qui arrive dans un poste de police new-yorkais. Que tu dis, what the fuck, ça peut arriver. Moi, le fait que le personnage tripe sur Die Hard me fait encore plus rire. Oui, oui. Puis il en fait souvent référence. Puis même des fois, il en ajoute, genre que tout le long, dans la première saison ou dans les 2 premières, il mentionne juste que 3 films. Puis à un moment donné, quand il mentionne qu'il y a un 4e film, il fait comme, quoi? Il y a un 4e film à Die Hard. C'est les 3 premiers qui sont les meilleurs, là. Définitivement. Mais ouais, effectivement, il est un fan de Die Hard. Puis souvent, même dans les fréquentations que le personnage principal a, souvent il va tomber sur des femmes qui trippent sur Die Hard. Puis genre, oh my god. C'est genre la femme de ma vie. À un Là. moment donné, il doit aider son meilleur ami. Puis il doit pas laisser se déconcentrer. Puis justement, la fille qui est avec lui trippe sur Die Hard. Puis il est comme, oh mon dieu, que c'est l'enfer.
l'enfer. Mais en tout cas, j'adore la série. C'est une belle découverte. Puis je vais vous en parler plus que je vais l'avoir poursuivi. Donc je te laisse y aller. Ouais, ben écoute, moi aussi j'ai écouté 2 séries puis un film. J'ai fini Two and a Half Men. J'ai écouté vraiment toutes les saisons qui me restaient à 12 écouter. saisons, je crois. Ouais, mais genre j'ai commencé à partir de la 8e là, à ma défense là, parce que j'étais rendu là dans le temps. Et la dernière saison est épouvantable. Ah ouais, c'est pas bon. C'est juste vraiment pas bon. Puis il y a quelque chose qui me gosse dans la série. Vu que le personnage principal qui était Charlie Sheen a été retiré de la série, ben il est mort. Tu sais, il rabaisse beaucoup Charlie Sheen, genre, comme il dit. Tu sais, genre, un des épisodes fait référence au fait que Charlie Sheen couche avec une chèvre, là. Ouais, c'est en est même plus drôle, c'est juste comme, on dirait de la vengeance, là. Et la série, elle se perd un peu à la fin. Il y a des personnages qui ont disparu. Et le dernier épisode, il est épouvantable, là. Il est pas nostalgique, rien. Non, puis... Écoute, je vais le spoiler, là, ça changera rien. On réalise que finalement, Charlie n'a jamais été mort puis qu'il était comme capturé. Déjà, c'est bizarre, là. Puis Charlie Sheen, à la fin, arrive, mais c'est pas lui, c'est un acteur qui l'incarne, mais on le voit juste de dos, puis il se fait écraser par un piano. La série finit comme ça. Et voyons. C'est comme, ok, bon, ben, ça finit vraiment comme ça. Ok. C'est bon. Fait que j'ai vraiment pas. Non, la dernière saison est épouvantable. Pour vrai, le but, c'est d'arrêter à la 8e. Généralement, je veux pas te couper, mais généralement, ces gars qui ont beaucoup de saisons, souvent, même quand ils dépassent 10 saisons, le dernier épisode est très émouvant. Je donne un exemple. Récemment, j'ai fait un marathon de la série Monk, une série policière excellente. Malheureusement, j'ai pas le nom d'acteur principal, mais il est rendu dans mes acteurs préférés. Il est excellent. Et le dernier épisode, vers la fin, il y a plein de flashbacks, puis il montre plein de scènes clé de la série et avec une musique de fond qui est la musique thème et ça te rend tellement nostalgique, ça va tellement te chercher que quand la série finit, quand tu as fini l'épisode, tu as besoin de reprendre ton souffle, prendre un moment de silence parce que c'est tellement profond, il y a tellement d'émotions condensées en si peu de temps que tu te dis ouais, cette série-là est excellente, même s'il y a eu bien des saisons, puis à un moment donné, tu te dis ça s'étire un peu, ils réussissent à faire une belle fin. Ouais, là, c'est dans pas ton le cas, c'est vraiment dommage vu que en plus c'est une série culte à l'époque. Ouais, ça a pas dû faire capoter beaucoup de monde dans le temps. Là. J'imagine. Sinon, j'ai écouté j'ai écouté une série qui a été cancellée après une seule saison, puis je comprends pourquoi. Ça s'appelle Son of Zorn. Dans le fond, qu'est-ce que c'est Son of Zorn? C'est un dessin animé comme un gladiateur, un peu comme He-Man, genre. Et il va être incorporé dans la vie réelle, dans une vraie vie de famille, avec des vrais acteurs. Fait que le dessin, il est comme par-dessus les vrais acteurs. Un peu comme Space Jam, tu sais, si tu veux la comparaison. Ouais. Et dans le fond, c'est ça. Mais lui, c'est un gladiateur qui vit dans nos temps à nous, des temps modernes. Et c'est tellement mal écrit. C'est pas drôle. Ça se veut comme une comédie, mais c'est juste... Dans le fond, c'est juste visuellement intéressant. Mais pour l'écriture, c'est épouvantable. J'ai écouté 3 épisodes, j'ai arrêté. Il y en a 8, puis je suis même pas capable de finir. Puis en plus, quand j'ai su que la série avait été cancellée après une seule saison par la Fox, ça a fait bon, ben écoute, on va passer à autre chose. J'ai pas grand chose à dire dessus que c'était juste plate. Ok. Ouais. Et dernier, j'ai réécouté le classicisme Fight Club, qui est un film culte à bien des égards sur plein d'aspects. Je l'ai écouté avec une date qui m'a flashé. Ouais. Et dans le fond, c'est ça, c'est pour remettre en contexte, c'est Edward Norton et Brad Pitt qui vont se partir à un club de combat dans un dessous d'un bar. Et dans le fond, il va y avoir comme des proportions qui vont prendre beaucoup d'ampleur, qui va créer comme un groupe de révolution avec ça. Le film, dans le fond, souvent, le monde qui ne connaisse pas le film pense que c'est juste un film de gars qui se bat. Finalement, il y a une profondeur, il y a une critique sur la consommation, il y a plein de sous-entendus, il y a un twist de fin hallucinant encore aujourd'hui. Je pense que ce film-là est culte pour plusieurs raisons. Il y a une profondeur, les personnages sont tous... Il y a tellement d'affaires, je pourrais en parler pendant des heures de ce film-là. C'est un chef-d'œuvre qui meurt pas. Ça reste ça, puis The Dark Knight, ça reste mes 2 films préférés à vie. Là. Sans hésiter. C'est vraiment un très bon film. Malheureusement, ça fait des années que je l'ai pas vu. Je commence un peu à oublier le film. Je pense que je suis dû pour le revoir. Je sais que c'est un classique. Là. C'est tellement bon. C'est un des meilleurs films de Brad Pitt aussi. Là. Oh oui, moi j'attends. J'ai hâte que tu me dises hey Max, on le fait sur le podcast. On le fait. C'est drôle que tu en parles parce que cette semaine, ils ont annoncé Fight Club 3 en comique. Donc j'étais surpris parce que je savais pas qu'il y avait un deuxième Fight Club. Tu m'as dit que c'était des BD. J'étais comme ok. Ouais, c'est ça. Je sais pas si un jour ils iront jusqu'à faire un deuxième film. Je pense pas parce que le premier film n'a pas été un succès critique.
Et commercial, le film, ça a été un flop. Le commercial, il était, je pense, en dessous de son budget. Et la critique n'avait pas saisi le film au départ. OK. Fait que le film a reçu des critiques qui sont vraiment aujourd'hui injustifiées. Puis aujourd'hui, le film il est devenu culte avec le temps, dans le fond. Un peu comme Venom. En tout cas, on reviendra. C'est pas mal tout ce que j'ai vu cette semaine, mon Matt. Good. Et comme dirait Jess Anctil, on va dans les nouvelles. Ah, merci Jess. Merci à toi. Toujours aussi présent avec nous dans nos cœurs. Max a une photo de toi dans sa chambre, c'est bizarre. Là, mais en tout cas. Il y a plein de becs dessus. Bref, on va dans les nouvelles, je vais y aller. Si ça te dérange pas, évidemment. Non, vas-y. D'abord, on a un film que tu attends avec grande impatience. Ah Ça oui! t'excite à chaque fois qu'on en parle. Certain. C'est la première fois qu'on en parle au podcast, fait que ça va être une surprise pour tout le monde qui va nous écouter, mais Max, il m'en parle chaque semaine, ça vient gossant. Ah ouais, je m'excuse. C'est le film de Barbie en réel action. Je pense que c'est Sony qui distribue ce film. Je pense que si, c'est Sony. Il existe, je pense, des dizaines, voire des centaines de films de Barbie en animé. C'est une licence qui est prolifique. Là. C'est comme les Lego, là, littéralement. Et là, ils ont annoncé l'actrice principale qui serait en liste pour le rôle Barbie. Ouais. Ce serait Margot Robbie. Ouais. Qui joue Harley Quinn récemment dans Suicide Squad, entre autres, qui est de plus en plus au grand écran. Elle s'est découvert quand même assez récemment avec Le Loup de Wall Street. Ouais. Qui était excellent, ce film-là, en soi, et elle aussi. Et depuis, elle enchaîne des gros rôles, et ce serait quand même un gros rôle, même si ça a l'air un peu quétaine en soi comme film. Surtout un film sur Barbie en vrai. Ouais, ben la poupée Barbie a changé beaucoup là, au fil des années. Dans un temps, c'était une fille, un personnage qui était quasiment juste... qui voulait juste avoir des beaux items, des belles maisons. Puis au fil des années, la compagnie qui fait Barbie ont décidé de la mettre comme une affaire, une femme de carrière, qui va faire des jobs d'homme aussi. Genre, le minding a changé de Barbie. Mais d'après moi, ils vont aller dans cette direction-là pour le film. Là. Je serais curieux de voir ça va être quoi l'histoire de ça. Là. Ouais, j'espère pas juste une blonde cruche. Ça serait vraiment plate. Ouais, évidemment. Puis je me suis dit, tu sais, qui serait l'excellent acteur pour faire le rôle de Ken? Et je me suis dit, The Rock. Ça serait malade. Ça serait tellement drôle. The Rock qui joue Ken. Ou Matt Damon, peut-être. Matt Damon. Il a pas l'air d'avoir de graines, fait que... Max, puis c'est préjugé. Bref, c'est quand même assez particulier. On va voir ce que ça va donner. Ouais. C'est un peu dans la même lignée que les films comme Pikachu Détective ou Dora l'Exploratrice. Ouais. C'est particulier et assez loufoque. Donc, on verra. Prochain, c'est une nouvelle. C'est dans le fond, il parle des prochains films de Marvel récemment, vu qu'on on atteint la fin de la prochaine phase. Il reste Captain Marvel et le prochain Avenger. Entre autres, qu'on a beaucoup entendu parler cette semaine parce que l'acteur qui fait Hulk, Mark Ruffalo, a été renvoyé du tournage après d'avoir accidentellement, plus ou moins volontairement, dévoilé le titre possible du prochain Avenger à Jimmy Fallon et d'avoir demandé à Jimmy Fallon de couper l'extrait. Et il ne l'a pas fait, il a juste mis une bande noire sur son visage. Et finalement, les fans ont réussi à l'enlever pour voir ce qu'il disait. Et je pense... Est-ce que je dis le titre ou je dis pas le titre? Ouais, tu peux... le titre qui a été dévoilé, c'est Avenger The Last Avenger. Ça fait pas de sens. Hein? Ou Avenger Annihilation. Mais en même temps, ça a un sens dans la mesure que si on voit au début, t'as Captain America The First Avenger. Ouais. Puis vu que l'acteur Chris Evans a dit que c'était son dernier film, c'est logique de dire The Last Avenger, ça veut dire que c'est comme le premier et le dernier Avenger, c'est lui. Ça serait comme pour boucler la boucle parce que l'acteur a écrit un message très rempli d'émotions, très profond que j'ai lu. Je sais pas si tu as pris le temps de lire son message. Ouais, qui était très beau. Qui était très beau, qui disait qu'il avait beaucoup aimé son expérience pendant les 8 dernières années. Mais techniquement, il spoilait un petit peu son. Ouais. Mais je pense qu'il y en avait beaucoup sur le cœur parce que c'est un petit plus grand rôle. Et c'est pas évident de lâcher un rôle comme ça. Ça va le marquer jusqu'à la fin de ses jours. Ah, ça c'est sûr. Puis je veux dire, c'est pas qu'il voulait. C'est pas qu'il est tanné, mais en même temps, à un moment donné, il faut. J'ai aimé ce qu'il a dit en entrevue. Il a dit je voulais débarquer du train avant qu'il déraille. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est l'image qu'il a donnée. Et je trouve ça bien. J'espère qu'il y a une belle fin dans le film pour lui. Ouais. Ou que ce soit le héros qui se sacrifie pour sauver tout le monde, un peu comme dans le premier Captain America. J'ai l'impression que ça va être ça. Je peux faire ça presque tous les jours maintenant. Ouais. Bref, ma nouvelle, où je voulais aller avec ça, c'est qu'on va parler des prochains films. On a entre autres Spider-Man 2 qui est en tournage depuis un certain moment déjà. Ouais, à date, il y a Spider-Man 2 qui s'en vient. Il y a le Black Panther qui est annoncé. Doctor Strange aussi qui est annoncé. C'est ces trois-là qui sont sûrs et certains dans la phase 4. Garcia Galaxy, mais pour l'instant, c'est à glace. D'après moi, ça va se faire pareil. Là. En tout cas, pour l'instant, il y a un peu une nouvelle. Depuis qu'il est à glace, les Disney n'en ont pas reparlé. Fait que, il y a juste des petits stocks de temps en temps qui reparlent en chialant, mais. Ouais, lui, en tout cas. Ouais, ce dernier temps, il est un peu lourd. Là. Hein?
Ces derniers temps, il est un peu lourd. Ouais, un peu lourd, ben oui. Bref, ma nouvelle, c'est un possible film. En fait, c'est un des prochains films qu'il y aurait dans l'univers de Marvel parce que là, ils sont en train d'écrire le scénario pour ce film-là, que ce serait The Dark Avenger. Qui est basé sur une BD iconique de l'univers des comics pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous en faire un bref résumé. Les Dark Avengers se situent, dans le fond, c'est une brève histoire qui se situe après l'invasion des Skrulls. Donc, ce serait logique après Captain Marvel, vu qu'il va y avoir les Skrulls dans Captain Marvel. Et dans le fond, c'est une histoire qui, après l'invasion des Skrulls, les Avengers ont perdu leur crédibilité, et surtout Tony Stark et le Shield. Et Norman Osborn, qui est le grand méchant de Spider-Man, va arriver comme un héros en disant qu'il y a la solution pour sauver tout le monde. Il va réussir à berner tout le monde et à devenir le nouveau directeur du Shield, qui va renommer Hammer, qui est un acronyme, et il va créer ses propres Avengers, qui vont être surnommés les Dark Avengers, et qui, au grand jour, vont sauver les gens, mais dans l'ombre, vont chasser les super-héros et les tuer un par un. Et pour que ça paraisse bien, eh bien, chaque méchant va avoir une apparence de gentil. Ce que je veux dire par là, c'est que Norman Osborn, qui est connu comme le Gobelin Vert, va voler une armure d'Iron Man, il va s'appeler Iron Patriot. On va avoir aussi Venom, qui va se faire passer pour Spider-Man. On va avoir Bullseye, qui va se faire passer pour Hawkeye. Puis on va avoir aussi, entre autres, Draken, qui est le fils de Wolverine, qui va se faire passer pour Wolverine. Il y a Opal, qui est une méchante de Captain Marvel, qui va se faire passer pour Captain Marvel, et etc., etc. Plusieurs méchants vont prendre l'apparence de héros et faire croire qu'ils sont des héros, mais en fait, c'est pas vrai. Mais l'histoire est assez intéressante parce que c'est une histoire très sombre et très iconique des comics. Et il y a plusieurs héros et méchants qui vont mourir dans cette histoire-là, et ça finit sur un combat épique en soi, que je pense que je ne mentionnerai pas ici, mais c'est un combat vraiment incroyable, que beaucoup de gens parlent dans l'univers des comics, et c'est une des raisons pourquoi j'ai lu l'histoire de Dark Avengers, c'est pour cette twist-là à la fin. Et donc, c'est vraiment à découvrir. Il y a aussi Hulk Rouge qui prend la place de Hulk, j'avais complètement oublié de le mentionner. Mais bref, je suis curieux de voir comment ils vont faire ça en film, étant donné que plusieurs des personnages que j'ai nommés ne sont pas encore dans les films. Norman Osborn, c'est possible s'ils l'introduisent dans un film de Spider-Man, vu que c'est un des méchants de Spider-Man à la base, ça peut être possible. Mais pour la plupart des autres, il y a Bullseye qui était annoncé pour Daredevil, donc je me demande est-ce qu'ils vont faire un doublon et en faire un deuxième. C'est à voir. Puis pour les autres, ben, encore une fois, c'est dans l'inconnu à mesure qu'ils n'existent pas encore. Je suis sûr qu'ils vont aller avec ça. Il y en a qui disent qu'à la place de Norman Osborn, ce qu'ils préfèrent pour que ça fitte, c'est qu'ils prenaient Justin Hammer, qui est l'ennemi qui est le concurrent de Tony Stark dans le deuxième Iron Man, qui joue par un excellent acteur que j'aime beaucoup. Chris Rockwell, ou quelque chose. Ouais, qui pourrait fitter dans le rôle dans la mesure que c'est plus ou moins méchant aussi dans les comics, parce qu'il va tout faire pour battre Tony Stark, pour être le meilleur vendeur d'armes. Donc ça pourrait fitter aussi, c'est pas une armure d'Iron Man qui se crée lui-même au pire, puis il forme sa propre team avec des méchants plus ou moins qu'on a vu dans l'univers d'Avengers, ou des nouveaux qu'il peut introduire. Et ça pourrait être très intéressant. Et d'ailleurs aussi, dernière petite chose sur là-dessus, Dark Avenger, à la base, ça s'appelait Thunderbolt. Et Thunderbolt, c'est l'équivalent de la Suicide Squad chez DC. Chez Marvel, on appelle ça Thunderbolt. Et dans le fond, au moment de Dark Avenger, ben, dans le fond, ils vont disparaître, ils vont donner les Dark Avengers. Mais juste pour mentionner qu'il existe la Suicide Squad chez Marvel, c'est Thunderbolt. Toujours avec Norman Osborn et Venom, etc. Donc, je suis curieux de vraiment voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis ça m'excite dans la mesure que ils vont encore prendre des comics connus pour faire des histoires avec, comme un peu Civil War qu'on a eu récemment. Ils veulent pas juste faire un film sur un héros principal. Je pense qu'ils veulent commencer à varier les histoires. Et je trouve ça intéressant qu'ils fassent ça parce que oui, c'est bien de se focusser sur un héros, mais de temps en temps, c'est bien de voir des regroupements comme ça de héros. Puis je trouve que c'est bon genre. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Je suis absolument d'accord. Moi, de toute façon, ça prouve qu'avec Civil War, c'est faisable. Fait que... Oui, exactement. Et là, c'est avec des méchants, ça va être intéressant. Ils vont vouloir sûrement faire leur propre Suicide Squad. C'est probablement qu'il va être mieux aussi, là, en soi. Donc, on verra pas le résultat. Pour rester encore dans les super-héros, il y a une bande-annonce qui est sortie, un teaser qui est sorti pour une nouvelle série animée que j'avais laissé un peu passer sous le radar, mais qu'avec le teaser, ça m'a amplement convaincu de l'écouter. C'est la série animée sur Harley Quinn, qui s'en vient sur DC Universe, qui est la plateforme de DC, qui va être disponible, je pense, à la fin du mois. Ouais, c'est ça, mais juste aux États, right? Pour l'instant, c'est sous États, mais d'après moi, ça va venir. D'ici l'année suivante, ça va être rendu partout. Là. Mais ça va comprendre tous les films aussi. Ouais, tout ce qui est DC, films, séries, même tu vas avoir accès aux comics aussi par cette plateforme-là. Ok, ça te donne accès à ça aussi. Là. Ouais, tu vas avoir tout, là. Puis c'est séries animées, séries en vrai, films animés. On sait pas le prix, hein, par hasard? Non, mais ils veulent concurrencer Netflix puis Amazon, fait que ça a des prix similaires. Je pense que Netflix, c'est quoi? C'est 15$? 10$? 13,
$9,99, je pense. Fait qu'on... Ça devrait tourner autour de ça. Là. Peut-être un peu plus cher ou un peu moins cher, ça va dépendre de leur objectif. Mais le but, c'est de concurrencer Netflix. Donc, puis de la future chaîne de Disney aussi, qui n'a pas encore de nom, qui devrait arriver cet hiver, eux aussi. Parce qu'ils ont déjà parlé de plusieurs projets qu'eux aussi vont avoir. Mais bref, c'est la teaser d'Harley Quinn que j'ai beaucoup aimé, qui a fait plein de références, parce que le teaser est très simple. Elle nous parle à nous, puis elle est dans sa cellule. Puis elle est dans sa cellule avec Poison Ivy. Et elle parle de sa cellule, comment ça va être fun, drôle et amusant. Puis t'as Poison Ivy qui rappelle que la fond, d'ici, ça va être gris, sombre et violent. Puis elle dit c'est une bonne idée, mais non. Puis t'as un petit clin d'œil à Batman aussi. Puis elle fait aussi une référence à Deadpool. Ouais, parce que ça s'est réanimé à lui, il a été annulé. Ouais. Elle dit ce sera pas comme Deadpool, ça va être bon, puis ça va sortir. J'ai bien aimé ça. Puis c'est très fidèle aux comics récents, dans la mesure que dans les comics récents, Harley Quinn a brise le quatrième mur. Donc, pas dans les comics Suicide Squad, je parle, mais dans les comics Harley Quinn. À brise le quatrième mur. Et donc, j'étais surpris de voir ça. Parce que j'ai pas encore lu de BD d'Harley Quinn. Je vais probablement en faire bientôt. Parce que je l'aime beaucoup dans Suicide Squad. Elle me paierait chaque fois qu'elle dit des répliques. Mais pour le teaser, moi j'ai bien aimé. Je pense que toi aussi. Ouais, ça m'a plu. Puis je suis pas un méga fan des dessins animés de DC, mais ça, je dois t'avouer qu'il y a mon attention. J'ai très hâte de voir ça sortir. Ça sort mi-octobre, je crois. Donc, ça sort avec la sortie de la plateforme. Donc, c'est aussi simple. Qui fait du sens. C'est du sens. En même temps que Titan, je pense. Les deux sortent en même temps. Titan puis Harley Quinn, c'est les deux premiers contenus originaux de la plateforme, suivi de Swamp Thing cet hiver qui va sortir. Donc, et etc. Parce que d'ici vont créer plein de contenu. Finir, je vois dans l'univers de Star Wars, où c'est un très gros univers qui a beaucoup de projets en chantier. Et un qui est arrivé pas arrivé nulle part, mais dans la mesure que ça faisait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles. Et là, on a eu plusieurs nouvelles qui se sont suivies. C'est une série réalisée par Jon Favreau. Ouais. Lui, c'est un geek. Là. Il adore tout ce qui est univers Star Wars, super-héros. Il triple là-dessus. T'as dit celui qui avait réalisé Iron Man 1 et 2. Oui, exactement. Et j'ai vu que le réalisateur Taiki Waititi, Mr. Thor Ragnarok, va réaliser un des épisodes aussi. Oui, il y a aussi l'actrice Bryce Howard Dallas, qui est la fille de Ron Howard, qui a réalisé Han Solo, qui va faire un épisode elle aussi, qui va réaliser un des épisodes de la série. Donc, elle suit les traces de son père dans l'univers de Star Wars. Tout est lié, hein? Voilà. Il y a d'autres réalisateurs qu'on a mis aussi, mais j'ai pas les noms en mémoire. Je sais qu'il y a Pedro Pascal, l'acteur de Kingsman 2, qui va être dedans aussi. Il y en a qui disent que c'est l'acteur principal, mais c'est pas encore confirmé. Ouais. Parce qu'on a une image qui est sortie. La série s'appelle The Mandalorian, qui va être dans l'univers des Mandaloriens, qui est un peuple dans l'univers de Star Wars, qui est des guerriers qui étaient considérés comme dans les plus forts. Et ils ont une grande épopée. Ils sont omniprésents dans l'univers étendu. Mais dans l'univers actuel, ils sont peu utilisés. Et là, cette série-là va suivre cet univers-là. Ça va se passer entre l'épisode 6 et 7 des films qui sont au cinéma. Et donc, on va être dans les bordures extérieures. Donc, c'est l'univers peu exploité de Star Wars. C'est plus éloigné. Donc, il n'y aura pas de lien avec le conflit actuel des films. Donc, ils veulent vraiment exploiter un univers qu'on n'a pas encore vu. Qu'on connaît pas, là. Qu'on connaît pas de Star Wars. Et la première image, on voit le personnage principal qui va être un Mandalorien, qui est un soldat. Et dans le fond, le costume est assez commun dans la mesure que c'est les costumes que Boba Fett et Jango Fett Ouais, c'est ça, je me suis dit. qu'ont, et qui sont les costumes typiques des Mandaloriens. Okay. Surtout le casque, c'est le casque typique. Et dans le fond, son costume, je pense qu'il est gris. Je suis plus certain, il me semble qu'il est gris son costume. Ouais, puis lui de Boba Fett, il est comme plus bleu. Ouais, il est bleu, puis son Django, il est vert, je crois. Ouais, je pense que oui. Ouais, ça, il est vert avec des lignes rouges, je pense. Et ça fait un petit bout que je l'ai pas vu. Bref, le costume, c'est ça. Et dans le fond, il est comme une espèce de village. Puis on va comme un peu une foule en arrière avec des bâtiments. Le budget a l'air d'être là, premièrement. C'est ce que j'ai les premiers commentaires. Mais celle-là, va-tu diffuser à la TV ou ça va être juste sur la plateforme de Disney? Ça va être juste la plateforme de Disney. Okay. Nous, c'est pas grave, on va l'écouter sur HDS. Genre, ou peut-être disponible à Netflix à l'étranger. Mais pour l'instant, c'est une des exclusivités qu'il va y avoir sur la chaîne de Disney qui n'a pas encore de nom, qui devrait sortir, je pense, que c'est à la fin de l'année prochaine. Et que ça a l'air vraiment intéressant. Comme je dis, il a l'air d'avoir du budget. Et ça, Jon Favreau, lui, il fait toujours attention d'être fidèle à l'œuvre. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'il va faire très attention à l'univers de Star Wars. T'imagines-tu si Disney arrive avec une série sur Loki, une série sur Scarlet Witch, puis une série sur Star Wars, plus tous les films? Tabarnak, hein? Ça va être solide, là. Mais c'est bien parce que ça fait des années qu'il parle qu'il va faire une série en live action, puis tous les projets ont été avortés, surtout depuis que Disney possède la licence. Parce que juste avant qu'il possède la licence, il était censé avoir une série sur l'apprenti de Darth Vader, Star Killer. Et finalement, c'était tombé à l'eau. Et même l'acteur qui était censé le jouer, il était très triste. Puis il continue à participer à dans l'univers de Star Wars. Il fait des voix. Entre autres, c'est lui qui fait la voix. Oh non, je ne vais rien spoiler. J'allais spoiler de quoi, mais je ne veux pas le spoiler. Ouais, fais attention à ce que tu dis. Mais je te reparlerai hors ondes.
Mais bref, il est toujours dans l'univers de Star Wars. Et donc, pour cette série, moi, je suis très emballé parce que j'aimerais ça voir une histoire continue dans l'univers de Star Wars avec du budget. Et que ce soit pas en... Ben, j'aime ça en dessin animé, c'est super bon. Mais souvent, ils font des... Surtout récemment, les séries sont plus enfantines. Donc là, ce serait plus adulte. Donc, Bon, au moins, ouais, c'est pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Donc, je suis très emballé par ce projet-là. Donc, voilà. Donc, j'imagine que toi aussi, t'es emballé par ce genre de Ouais, j'ai hâte, je suis curieux. J'ai pas d'attente, mais j'ai hâte. Je veux juste être comme flabbergasté, genre, je veux vraiment être impressionné. J'ai hâte de voir pour vrai. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu as oublié de mettre une nouvelle que je t'avais demandé de mettre. Vas-y. À moi, c'est toi qui l'as mis. C'est la série sur Amazon que je te parlais de Spyro. Ah oui, j'ai oublié de la mettre. Mais Voilà. vas-y, on peut en parler. On écoutait la bande-annonce ensemble. Ouais, je l'avais déjà écouté avant. C'est une série exclusive de Amazon qui s'en vient. Dans l'univers de Spyro, c'est basé sur des comics qui étaient indépendants à la base, mais je pense maintenant que ça appartient à DC. Et c'est The Boys. Qui est une série, comme je dis, Spyro, qui dans le fond, c'est un petit teaser qui montre une femme qui présente la compagnie, je pense que c'est Vogue Industries, Ouais, quelque chose de même. qui c'est une compagnie dans le fond qui crée des super-héros et elle montre dans le fond leur équipe, c'est 7 héros qui protègent le peuple qui sont toujours là pour eux et tu te dis c'est super beau, c'est très patriotique, c'est Ouais, puis c'était comme. Ça avait l'air comme un peu. Tu regardes les séries de DC, c'est comme liché un peu, Ouais. genre des costumes que tu crois pas. Puis finalement. Puis là, à la fin, t'as juste ça dézoome, ça sort de la TV, puis t'as une groupe de personnes qui sont assis sur un divan, puis ils font tout un fuck you, puis ça coupe sec, puis entre autres, tu vois un acteur super connu, Carl Urban. ouais, Urban, qui a joué entre autres dans le dernier Thor, qui est très connu, et dans le fond, ça coupe sec, t'es comme, ça fait comme une coupure assez sec, je suis allé lire sur le comic, et dans le fond, c'est que là, dans cet univers-là, les super-héros sont créés par une compagnie, et sont devenus comme omnubilés par ça, et les super-héros sont comme plus ce qu'ils étaient, sont plus portés à faire les choses pour eux-mêmes, en servant de leur pouvoir. Et dans le fond, ceux qu'on voit sur le divan, c'est une équipe qui a été formée par l'acteur qui joue Carl Urban, dans le fond, que lui va chasser les super-héros qui sont rendus néfastes pour la société. Et dans le fond, ils vont avoir leur propre pouvoir eux aussi. À part le personnage principal, ce que j'ai compris, c'est juste une agence de la CIA. Reste que c'est une série qui veut briser les genres d'une base super-héroïque, parce qu'on a toujours tendance à glorifier les super-héros. Même si Batman vs Superman a voulu mettre un peu ce côté-là en prenant Superman pour vouloir le crucifier, ce qui n'a pas trop marché dans le film en soi. Mais là, il va comme un peu aller dans le même concept. Et je connaissais pas, comme je dis, le comic, mais ça a l'air, moi ça m'a emballé, ça m'a vraiment surpris comme bande-annonce. J'ai écouté 2-3 fois, entre autres avec toi, et ça m'a vraiment intrigué. Toi aussi, ça a l'air de t'intriguer, entre autres aussi, Max, comme série. Ouais, ben écoute, on n'en voit pas grand-chose. Ouais. Je connais pas du tout les personnages. Mais là, vu que je suis abonné à Amazon Prime, y avait-tu une date? Je m'en rappelle plus. C'était-tu octobre? J'ai lu ou je suis fou? Ben, ça sort bientôt, ça je le sais, mais Je vais aller chercher l'info. j'ai voulu la date, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Mais comme ça sort bientôt, ça c'est sûr. On a le droit à un teaser. Puis Amazon Prime. Puis si c'est Amazon Prime, ça va sortir tout d'un coup. Donc ça va être vraiment le fun parce que j'aime ce genre de série-là pour ça. Parce que quand ça sort tout d'un coup, ben, tu n'as pas à attendre pour écouter les épisodes. Faut que tu mettes un S et non un Z pour trouver le titre de ton truc, sinon ça va donner un truc japonais. Je le savais. Tu le savais, genre je suis là pour te guider. Ça sort l'année prochaine. L'année prochaine. Il n'y a pas de date, apparemment. Mais non, ça sort l'année prochaine. Parce que ça va être une exclusivité d'Amazon. Donc. Et Simon Pegg a un rôle dans la série. Ah! Un petit rôle, je pense. Oh oui, parce que je pense qu'il travaille sur la série comme scénariste, un truc comme ça. J'avais vu ça passer. Seth Rogen aussi, il travaille là-dessus. Ouais, Seth Rogen, ouais. Qui a travaillé entre autres il a produit entre autres The Preacher, Ouais, qui est une excellente série. ouais c'est ça. Il n'y a pas de date, mais c'est pour l'année prochaine. Ouais, exclusivité à Amazon, je te l'avais reprécisé pour ceux qui vont vouloir l'écouter. Des fois, ça peut créer un frein à nos écoutes. Donc, Max, je pense que c'est à ton tour d'aller dans tes nouvelles. Ouais, dans le fond, moi, j'ai 3 petites nouvelles. C'est quand même des grosses nouvelles malgré tout. Narnia, qui est une franchise de films qui était quand même relativement prolifique, où on a pu découvrir James McAvoy en chèvre. Je sais qu'il n'y a pas tant longtemps, on avait parlé qu'il y aurait un nouveau film qui arriverait, puis finalement, on n'a plus jamais entendu parler. Fait que le projet, d'après moi, est tombé à l'eau. Ben, en fait, ça confirme la nouvelle. Netflix a annoncé comme ça, avec 2 phrases sur leur Facebook et leur Twitter. En passant, c'est vraiment écrit de même. Hein. En passant, on va créer un univers avec les films de Narnia et des séries en plus. Fait qu'il y a des films et des séries qui sont prévus de l'univers de Narnia sur Netflix. Netflix va avoir son multiverse à eux autres aussi avec Narnia. Je sais pas à quel point que tu peux. Écoute, je connais pas tant l'univers de Narnia, mais il doit y avoir
assez de contenu pour créer Quand l'univers. j'étais Là. plus jeune et qu'il y avait eu le gros hype autour des films de Narnia, j'avais lu la grosse brique qui est Narnia parce qu'elle existe en une grosse brique qui est dans le fond à la base 8 romans, si je me trompe pas, parce que la brique fait genre 1700 pages Ok, quand même. Hein. et est divisée sur 8 histoires. Et, Fait que c'est toutes des 200, c'est toutes des 200 pages. Dans un le truc fond. comme ça, ouais, à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que les films sautaient un livre. Chaque film qui sont sortis, c'était un film sur. Dans le fond, on a un roman. Le deuxième roman, un film. Troisième roman. Quatrième roman, on a un film, etc. Ils faisaient des sauts. Entre autres, le premier film qu'on fait, c'est sur le deuxième roman de Narnia. Parce que dans le fond, le premier roman expliquait la création de l'univers de Narnia et d'où venait la sorcière de glace, qui était le méchant dans le film, le premier film qui est sorti. Il le résume-tu dans le deuxième film ou. Non. Puis ça explique aussi d'où vient l'armoire. Ce qui n'est pas expliqué dans le deuxième film. Vraiment, ils disent juste qu'elle était là avant, puis elle est en scène, tout ça. Mais vraiment, une meilleure explication, c'est qu'il faut lire le premier roman. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a le droit, je pense, à 3 ou 4 films. Je pense qu'il y en a eu 4. 4 films, oui, parce que le dernier, c'est avec le cousin des personnages principaux. Je peux aller voir en attendant, là, mais. Parce que le principe était que tu peux juste y aller quand tu étais un enfant. Puis quand tu es adulte, tu peux plus y retourner. Ça fait en sorte que les deux premiers films, c'est avec les mêmes héros. Mais qu'à partir du troisième, en montant, les héros changent. Et le dernier, c'est genre avec le cousin, je pense, des personnages principaux qui sont toujours dans le film pour certains, mais qui sont rendus secondaires, qu'on voit au début puis à la fin du film. Bref, il avait fait, je pense, comme ça, je disais, comme 4 films en soi. Et qui était quand même. Moi, j'avais bien aimé, surtout le personnage du lion, qui est dans le livre prend beaucoup plus son sens, mais que si tu observes bien les détails, ça laisse placer que le lion, dans le fond, il est quelqu'un d'autre. Ouais, ben moi j'avais lu que c'était comme un message catholique, genre que c'était un. Ben, dans les livres, dans les films, c'est un peu moins expliqué, mais dans les livres, ça te laisse sous-entendre que le lion, c'est Dieu. Ouais, c'est ça, hein. Que dans le monde de Narnia, c'est un lion, mais que sur Terre, ben, c'est Dieu. Tu sais? Puis il y a plusieurs références qu'il mentionnait à travers les livres. Puis ils sont super bons, super bien détaillés. Même si c'est un peu troublant parce que tu suis toujours la même histoire, mais à force des romans, les personnages changent. Donc à un moment donné, j'avais eu un peu de misère à suivre. D'ailleurs, je pense que j'ai pas lu le dernier roman, qui est donc le huitième de la pile des romans de Narnia. Mais reste que c'était très bon. J'avais adoré le premier. Ouais, non, il y a eu 3 films seulement. Il y a eu 3 films, bon, c'est Mais il y ça. a un 4e film qui s'en vient. En 2019. Le fauteuil d'argent. Ah, ça, c'est avec les géants. Ça, c'est le quatrième tome. Ouais, le quatrième tome, ouais, c'est ça. Il va s'en aller peut-être directement sur Netflix. Ça se peut fort bien. Ouais, parce qu'il y a même un réalisateur attaché au projet qui s'appelle Joe Johnston. Et il y a même des producteurs. Ah ouais, il est prévu pour l'année prochaine. Et c'est Sony qui va le distribuer. Puis les 2 premiers c'était Disney, après c'était la Fox, puis après ça a été Sony. Ah, ok. Ouais, parce que je sais que les deux premiers films étaient bons, mais que le troisième n'a pas été. Le deuxième était un peu rentable, puis le troisième il n'a pas été rentable, je crois, ce qui a fait en sorte que ça a été un peu mis de côté. Mais il reste que moi j'avais beaucoup aimé ça. Je suis content de cette nouvelle-là, dans la mesure qu'il y a beaucoup de potentiel à faire avec cet univers-là, vu qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter. Et tu peux même étaler un peu plus ça. C'est un peu comme ça des Anneaux ou Game of Thrones, etc. Tu peux vraiment créer un univers autour de ça, mais ça va être plus jeunesse. C'est Liam Neeson qui faisait la voix du lion. Ouais, c'est Liam Neeson qui faisait la voix du lion. Mais c'est un peu plus enfantin, donc ça va être plus général comme série. D'après moi, ils feront pas une série genre avec style Game of Thrones avec des scènes de nudité et du sang. Parce que Narnia, ça se fait plus pour jeunesse. Ok. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai adoré l'univers. J'ai hâte de voir, comme j'ai dit, ce que ça va donner. Ok, ben cool. Deuxième nouvelle, Disney a annoncé une autre adaptation en live action. Ils sont forts là-dessus ces derniers temps. Après Dumbo, le Roi Lion, Aladdin. On a eu le livre de la jungle, on a eu Cendrillon, là il y a la Casse-Noisette qui sort à la fin de l'année. Oui, Aladdin l'année prochaine. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment beaucoup. Et dans le fond, ça va être Lilo et Stitch, un film que j'avais quand même apprécié quand j'étais plus jeune, qui comptait un extraterrestre qui arrivait d'une planète puis qui s'installait dans les plages de Hawaï. Ouais. Et dans le fond, il va s'intégrer au fur et à mesure. Je pense que, tu sais, il y a des films qui en live action, je suis comme, pourquoi vous le refaites? Mais Lilo et Stitch, je pense qu'il y a de quoi à faire. De toute façon, ça fait comme longtemps que la franchise dort. Ça fait même très longtemps, en fait. Et je pense qu'il y a un potentiel sérieux de faire un bon film avec ça. On va voir, parce que là, Disney, ces live action n'ont pas tous eu des succès box-office, mais critiques, je pense qu'il y a juste eu le livre de la jungle qui a eu un bon retour. Parce que La Belle et la Bête a eu. C'était un méga succès au box-office, plus d'1 milliard au box-office.
Mais niveau critique, c'était pas parce que t'as Emma Watson que tu peux nécessairement tout nous gagner. Là. Ben, La Belle et la Bête reste un hit, là, je veux dire. Ouais, mais en tout cas. Mais pour ça, moi, je connais tous les plus grands. J'ai vu tous les plus grands classiques de Disney. Quand j'étais Moi jeune, aussi, mes parents avaient acheté toutes les cassettes, tous les films à chaque fois qu'il y en a un qui sortait, ils l'achetaient. Par contre, Lilo et Stitch, je l'ai jamais vu. Ah non! Non, je connais plus ou moins l'histoire de Lilo et Stitch, mais je ne l'ai jamais vu. Et probablement, peut-être, je le verrai jamais, à moins qu'ils le mettent en live, comme j'ai dit. Là. Ben, à Mais, moins que tu t'abonnes peut-être maintenant un jour à l'abonnement de Disney. ouais, peut-être, mais je faisais les films plus enfantins. Maintenant, c'est plus difficile à écouter pour moi. Peut-être que je vais avoir un enfant, je vais vouloir l'écouter. Mais... C'est le 76e long métrage d'animation de Disney et le 42e classique d'animation. Ouais, il fait partie des grands films de Disney. C'est sorti en 2002, j'avais 9 ans. Ah, ok, ouais. Ça ressemble pas mal aussi à... Ouais. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais bref, je l'ai pas vu. Dernière nouvelle, ben, je trouve que c'est une des bandes annonces les plus hard, les plus cool que j'ai vu depuis longtemps. J'ai vraiment hâte à ce film-là. C'est produit par M. Peter Jackson, c'est de Mortal Engine. Je pensais que c'était lui qui le réalisait, finalement on m'a corrigé. Dans le fond, Mortal Engine, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Imagine un univers dystopique où que, dans le fond, le monde sont obligés de vivre sur des gros véhicules, un peu à la Mad Max, si on veut, et que c'est des cités qui sont sur ces camions-là. Et dans le fond, un peu comme Snowpiercer, qui était comme un train qui passait à travers la planète Ouais. sans arrêt. C'est à peu près la même chose. Dans le fond, Mortal Engine, ça va être des véhicules qui se promènent tout le temps. Et dans le fond, il va y avoir des combats, il y a l'air d'avoir vraiment une profondeur des personnages vraiment bien écrits. L'univers a l'air vraiment cool. Je pense que ça va être quelque chose qui va être captivant. C'est le premier long métrage du réalisateur. J'ai vraiment hâte de voir le résultat, mais à date, ça s'en est vraiment bien. Il y a vraiment comme un petit buzz autour du film. Fait que je suis content que Peter Jackson s'implique dans un projet de même. Ça faisait Peter Jackson n'a rien fait depuis le Hobbit. Fait que... Ouais, non, mais il a fait Tintin aussi dans ce temps-là. Non, il a juste produit. Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est lui qui est censé réaliser le deuxième, mais Qui est sorti, je pense, en 2020. Là. je sais même pas s'il y a une date. Écoute, ça fait. Je sais pas ce qu'ils attendent pour vrai. À la base, il voulait faire une trilogie. Là. Ben ouais, c'est ça, c'était annoncé de même. Je suis déçu parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, moi. Ouais, on va voir. Ouais, il était super bon. Mais effectivement, c'est vraiment intéressant. Puis ça a l'air de la qualité de Peter Jackson. Il fait tellement des films époustouflants. Ouais, visuellement, c'est beau, là. Ouais, ça, visuellement, le décor, le Moi, scénario, les acteurs, il est doué pour choisir des bons acteurs. Jamais il n'y a pas de défaut dans ses castings. Donc, ce film-là a l'air d'être dans cette lignée-là. Donc, J'avais beaucoup aimé son King Kong à Peter Jackson, je le dis souvent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, ce film-là. Moi, je l'avais adoré, surtout parce que un de mes acteurs préférés était dans le film. Jack Black, là. Jack Black, puis pour une fois, il faisait pas... Ben, il y avait un peu d'humour, mais c'était pas réellement l'acteur humoristique du film. Pas, il a un rôle beaucoup plus sérieux, puis j'ai bien aimé sa performance. Il a montré que tu es capable de faire autre chose que de l'humour. Ouais. Puis j'étais vraiment content, puis ce film-là, j'aime ça l'écouter. Je l'ai écouté, je sais plus combien de fois, mais à chaque fois qu'il passe à la TV, j'aimais ça l'écouter. Moi, j'avais été voir au cinéma à l'époque, puis j'avais sorti de là comme waouh, j'avais été. Ah, moi, écoute, je me sais, la première fois que il arrivait sur l'île, là, je trouvais ça magnifique, c'était incroyable. Avec la musique, la musique lève, il marche, puis tu vois des dinosaures, t'es comme, hein? Là, écoute, c'était bien fait. C'était un très bon film, ça. C'était digne de Jurassic Park quasiment. Bref, on va être dans la zone box-office. Yeah! Allons-y. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est du côté de la chronique box-office. Et Max, comme d'habitude, tu vas faire tes prédictions et reparler de tes erreurs de prédiction. Car c'est une fois n'est pas coutume. Non, quand même, cette semaine, c'était pas si Ah pire. oui, c'est ça. Hein? Tu vois, j'en ai dit. La semaine, tu t'es souvent gouré assez intense. Là. Ben, 1 sur 2, j'ai dit ça 1 sur 2. C'est pas pire pareil. C'est une pas plus moyenne, vas-y. Fait que moi, j'avais prédit 40 millions pour A Star is Born, un film qui a reçu beaucoup de bonnes critiques élogieuses. Je veux le voir. Il y en a carrément qui parlent que Lady Gaga et Bradley Cooper pourraient gagner les Oscars pour ces films-là. Alors, c'est un signe. Et c'est souvent des films qui restent longtemps à l'affiche, qui restent souvent longtemps parce qu'ils ont des bons succès à long terme. Tu sais, comparativement, mettons, un film comme Venom, justement, mais tu sais, tout le monde va le voir comme les 2 premiers week-ends, puis après ça, ça drop, là, tu sais. Oui. C'est ça, dans le fond, le film, moi, j'avais prédit 40 millions, ben, il a fait 43 millions. Crime, écoute, là, j'ai arrondi. J'étais proche en tabarouette, fait que je suis constant que ma prédiction était excellente. Deuxième prédiction, par exemple.
je sais que moi j'avais pris un gros chiffre vu que c'était un film de super-héros. À l'international, Venom a fait 200 millions. Si on compte le global, moi j'avais prédit 130 millions. Mais moi, vu que je fais juste des scores box-office à Amérique du Nord, le film a fait 80 millions. C'est quand même un méga succès, là, on se le cachera pas. Succès monstre. Mais oui, c'est ça, le film il est déjà rentable. Il a déjà remboursé son budget de 100 millions et a rapporté déjà 200 millions pour son premier week-end. Alors, il sera pas fou de penser qu'il pourrait atteindre facilement. Je pense qu'en fin de parcours, il peut atteindre les 500 à 600 millions facilement. Là. C'est quand même réalisable, Puis c'est pas cher. Est-ce qu'il y a assez suffisamment d'argent pour offrir une suite au film? Deuxième, on va aller directement à mes prédictions. On a enfin Goosebumps 2 qui va sortir. En français, c'est Chair de poule, je crois. Chair de poule 2, voilà. Ouais, c'est ça. Et le premier, il y avait un metteur en scène Jack Black et le gars de 13 Reasons Why, qui est très en vogue. Les deux acteurs ne reviennent pas dans leur rôle. C'est un autre groupe de jeunes. Mais l'histoire se passe des années plus tard, là. Je sais pas, j'ai pas regardé chronologiquement. J'ai regardé la bande-annonce et dans le fond, on voit que la maison de l'auteur est délabrée, était abandonnée depuis des années, puis comme elle est placardée et tout ça. Il y a des enfants qui passent là le jour de l'Halloween, je pense, et ils décident d'aller voir dans la maison pour s'amuser. Et en fouillant en arrière d'une porte cachée, ils trouvent une mallette, ils la rouvrent, puis dedans il y a un livre avec un cadenas, puis ils décident évidemment de l'ouvrir. Ouais. Et ça libère tous les monstres de l'univers de Chair de poule qui étaient enfermés à la fin du 1. Ben c'est ça. Il y a un deuxième qui s'en vient. Je sens pas qu'il y a de buzz. Je sens pas non plus que vu que les acteurs sont plus là. Jack Black, ça reste quand même une tête d'affiche qui amène tout le monde en salle. Ben oui. Ok, c'est pas mettons un Will Smith à l'époque ou un Brad Pitt, mais je pense que c'est suffisamment assez pour suffisamment de monde. Je pense que le film, vu que le premier est bien réussi malgré tout, parce que c'était un film qui était quand même relativement bien. J'avais été voir le premier au cinéma. Et moi, je prédis un 32 millions pour son premier week-end. Ce qui serait bien, qui serait pas faramineux, mais qui serait bien. Alors, c'est raisonnable. Ouais. Deuxième film, First Man. Oui, First Man. Avec le très beau et le très talentueux Ryan Gosling. Oui. Qui parle, je pense, du premier homme qui est allé dans l'espace, si je me trompe Neil pas. Armstrong, le premier dans l'espace sur la Lune. Sur la Lune, c'est ça exactement. Ouais. C'est la Lune, t'es sûr? Oui. Ça se peut, écoute. Il fait Neil Armstrong, le premier homme qui va sur la Lune, parce que le premier dans l'espace, c'est un Russe. Oh, pardonnez-moi. Et dans le fond, le film a des critiques excellentes. Il y a une moyenne actuellement de 89 sur Rotten Tomatoes, ce qui en fait un excellent score. Ryan Gosling aussi, il est très populaire, même si ça n'a pas paru pour Blade Runner, malheureusement. Je pense que c'est un film qui peut amener son public un peu comme A Star is Born. Là, on sent les films d'Oscar. Les films c'est le genre de film qui pourrait y nommer aux Oscars, cet acteur-là. Ouais, définitivement. Moi, je pense qu'il peut faire un bon 38 millions son premier week-end. Honnêtement, je pourrais me tromper, puis je serais pas surpris qu'il fasse plus. Mais je vais être honnête, d'après moi, ta prédiction est un peu basse, dans la mesure que c'est un film qui glorifie quand même les États-Unis. Ouais, mais. Ce genre de film-là attire le public d'habitude. A Star is Born, t'avais Lady Gaga avec Bradley Cooper et de la musique country. Fait que t'avais tout aussi pour attirer les Américains. Ouais, mais c'est vrai que c'est plus patriotique de parler de voyage spatial historique qui a marqué l'histoire américaine. Ouais, mais je suis sceptique encore. Fait que je prédis 38 millions, je peux me tromper. Ben moi, je prédis plus. Là. Ah ouais, ben président, on va pouvoir gager la semaine prochaine, j'ai envie. Moi, j'irais peut-être avec du 60 millions. Oh, tabarnak. Ouais. Mais ça, pas froid aux yeux, il pas froid aux yeux. C'est mon premier. C'est un test que je fais là, mais d'après moi, ce film-là, il va vraiment pogner. On va regarder ça. Et dernière chose, c'est le film Bad Time at the El Royale. Qui a beaucoup de publicité quand même. Publicité, je vais mentionner que j'étais au Cinéplex la semaine passée à Laval. Et entre chaque bande-annonce, il y avait un teaser d'un personnage de ce film-là. Et à la fin des bandes-annonces, tu avais la bande-annonce de ce film-là. Et l'ambiance, ça a l'air vraiment intéressante de ce film-là. Ça m'a beaucoup intrigué. Visuellement, il est beau en tout cas. Il est très beau, puis il y a un bon casting, je veux dire. Avec Chris Hemsworth, John Hamm, j'en oublie là, malheureusement, mais il y a vraiment un beau casting. Ouais, il y a un beau casting, malheureusement, on ne sait je pas pense les qu'il y noms. a Jeff Bridges aussi. Je suis pas certain, faudrait que je vérifie, mais ouais, il y a un bon casting. Oui, t'as Jeff Bridge, il fait un prêtre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment un beau casting. Alors, par exemple, je sens pas de buzz autour du film. Je n'entends vraiment pas parler. Les critiques sont pas sorties encore à l'heure qu'on se parle. Fait que moi, je ferais seulement 16 millions pour son premier week-end. Je sais que c'est bas, mais je sens pas que... Tu sais, quand t'en entends pas parler, absolument, c'est un signe. Là. Ouais, ben, moi, j'étais surpris qu'il fasse autant de pubs au cinéma. Je sais pas si c'est pour rattraper le coup, mais dans la mesure que moi, ça m'a beaucoup intrigué comme univers. Ça a l'air d'avoir un film avec une bonne twist. Là. Ça se passe tout dans un hôtel.
qu'il y a plein de monde de milieux différents qui se rejoignent là, puis ils ont chacun un truc obscur dans leur passé. Et même dans la bande-annonce, tu le vois, entre autres le passage de Jeff Bridges, il a l'air de mal tourner dans le film. Là. J'aimerais ça aller le voir. Si les critiques sont bonnes, j'aimerais ça aller le voir en fin de semaine. On va checker ça. Fait que je donne à 16 millions, mais je serais pas surpris qu'il fasse plus. Ok. Sais-tu quoi? C'est parce que j'hésite. Est-ce que j'ai le droit de mettre 2 prédictions? Là, c'est non, voyons, Max, une prédiction par film. Là. Ok, ben, je serais pas surpris qu'il fasse 24 millions non plus. Ok, ben on va y aller avec mon 16 millions, je vais tenir mon bout. Fait que c'est tout pour mes prédictions. Good, fait que là, on va aller dans la zone non spoiler. Et je le rappelle, cette semaine, on critique le film Venom. Alors, sans plus attendre, on va du côté non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Alors, on est du côté non spoiler. Et je le rappelle, on critique le film Venom, qui a pas d'autres titres. Souvent, je dis le titre français et anglo. Parce que si c'est Venom, Yes! Max est très content. C'était difficile, j'imagine, de faire d'autres titres pour ce genre de film-là. C'est réalisé par Ruben Fisher, qui nous a donné entre autres Gangster Squad. Hey, c'était un film avec Ryan Gosling, puis c'était de la merde. Je sais quel film. Ah oui, puis il y a Emma Stone, je pense, dedans aussi. Ça se peut, ça se peut. Ouais. C'est un film qui a été ramassé par la critique. Oui, je me rappelle. Puis il y avait un autre grand acteur aussi dedans. Celui qui fait Je suis Sam. Sean Penn, ouais, c'est ça. Il y avait Sean Penn dedans, mais je pense que c'est le meilleur acteur du film. Là. Ouais, c'est genre le méchant. Là. Ouais, je l'ai jamais vu, c'est vrai que c'était vraiment pas bon. Ben, je l'ai déjà vu, mais il m'a pas laissé un gros souvenir de ce film-là, mais je me rappelle que Sean Penn là-dedans, il était violent. Là. Ah ouais? Tu vois, il était agressif, je me rappelle, il était marquant ce film. Même pour les autres, c'est vrai que c'était un peu oubliable. Il a fait Zombieland, qui est un de mes films de zombies préférés de tous les temps. Ils ont annoncé le 2 pour l'année prochaine, j'ai très hâte. Par le même réalisateur et les mêmes acteurs. Ça va être malade. Ils ont aussi 30 minutes or less. Tu te rappelles, tu sais quoi? Non. C'est la comédie avec Danny McBride et Jesse Eisenberg. Le gars, il a comme une bombe sur lui, puis il faut qu'il ait dévalisé des bombes. Oui. C'est une comédie. C'était bon, pour vrai. J'avais aimé ça, moi. Oui. J'ai déjà pogné à la TV quand il jouait à la TV. Il était pas sorti en français au Québec. Il avait sorti seulement dans des salles limitées. Ouais, et puis je pense qu'il n'y a pas de doublage québécois, c'est ça, le doublage français. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, oui. Je me rappelle, les voix étaient bizarres. Je l'ai pas écouté au complet d'ailleurs, celui-là. Et je l'avais pogné à la TV. Bref, dans le casting, on a Tom Hardy qui joue Venom, qui est le personnage principal du film. On a Michelle Williams qui joue la copine dans le fond, le personnage principal. Dans le fond, le personnage principal, c'est Eddie Brock, alias Venom. Et le deuxième personnage est Michelle Williams qui joue Anne Wing. J'espère que je l'ai bien dit. Wen Ying, peut-être? Ouais. Parce que qui, dans le fond, est une scientifique qui était l'ex-fiancée de... Non, pas scientifique, elle est avocate. Avocate, excusez-moi, j'ai mêlé les personnages. Qui est avocate est avocate d'une compagnie qui a un rapport dans l'histoire et elle est l'ex-fiancée d'Eddie. On a aussi Riz Ahmed qui joue Carlton Drake. Voilà. Et hashtag Riot, qui est le grand méchant du film. Ouais. On a aussi au casting Scott Haas, qui joue chef de la sécurité de la compagnie. Je pense qu'il faut dire Hayes, genre. Hayes, ouais. Ouais, c'est ça en anglais. On a Red Scott. Red Scott, ouais. Qui joue le docteur Dan Lewis, qui est le nouveau copain de Michelle Williams. Et il y en a une qu'on n'a pas mentionné au casting, c'est la scientifique qui aide, c'est elle ici, Jeannie Sarah Salt, que j'ai vu dans quelque chose d'autre, mais je me rappelle pas quoi. J'ai bien aimé, qui fait une scientifique qui aide le personnage principal dans l'histoire. Pour le reste, c'est assez oubliable comme casting. Ça se concentre pas mal sur tout ça que j'ai nommé. Et donc, c'est produit par Marvel et Columbia Pictures en collaboration avec Sony pour la distribution. Sony Picture Publishing. Et pour le côté des critiques, c'est très intéressant. J'en ai parlé beaucoup cette semaine avec beaucoup de monde amateurs de cinéma. Metacritic a donné 35% d'avis négatifs, si je peux dire, d'avis professionnels négatifs. Et le public était à 64%. Donc, il l'a apprécié. Rotten Tomato est encore plus intense dans les cases, ce qui est assez intéressant. Le côté professionnel est 30%. Et le public, 89%. Ça, c'est de l'écart, hein? C'est quelque chose. Et je l'ai comparé, entre autres, à Suicide Squad à l'époque, qui était sorti. Et j'ai eu un beau débat avec du monde sur des groupes de cinéma. Et il y en a plusieurs qui ont vu le même exemple, dans la mesure qu'à l'époque, quand Suicide Squad était sorti, ça a fait la même chose. Suicide Squad avait comme eu 28%, puis le public avait donné comme 85% à l'époque. Là, il a diminué avec le temps. Là, il est rendu juste à 60%. Mais je me souviens, à l'époque, il y avait un gros écart comme ça. Et
Ça revient un peu à un débat qu'on a déjà eu ici au podcast sur le fait de suivre ou pas les critiques professionnelles. Car souvent il y a des gros écarts, et on le voit ici. Et aussi le dernier Star Wars, pas Han Solo, mais l'autre précédemment, The Last Jedi, qui a eu le même problème en soi. Mais là, c'était l'inverse. Professionnel donnait comme 80%, puis le public donnait comme 45-50%. Donc, dans les deux bords, ça existe, mais dans la mesure, on voit qu'il y a des écarts assez intenses. Comment l'expliquer, c'est ça qui est intéressant. On va en parler, on va pouvoir donner notre propre opinion dans quelques instants. Mais d'abord, je vais te laisser parler du budget. On parle d'un budget de 100 millions, qui est pas tant beaucoup pour un film de super-héros. Effectivement, c'est quand même assez peu. C'est proche des films de Deadpool qui avaient à peu près ça. Ouais, Deadpool 2 a coûté plus cher. Ouais. Et Deadpool 1 a coûté 60 millions, mais Deadpool 1, la Fox, ils croyaient pas alors. Comme de fait. Puis c'est un des films les plus rentables. Je pense qu'il a fait plus d'argent que tous les X-Men. Et un box-office actuel de 205 millions, comme je disais tantôt. C'est un succès au box-office. Effectivement. Et je pense que c'est pas obligé de le mentionner, mais je vais le mentionner pareil. C'est basé sur l'univers de Marvel, mais surtout sur l'univers de Spider-Man, quand ça reste un méchant iconique de Spider-Man, même si maintenant dans les comics il a le droit à ses propres histoires et il est devenu plus ou moins un anti-héros au lieu d'être un vilain, car il a évolué. On en reparlera un peu plus tard dans le côté spoiler, mais on va revenir au film en soi. Le film raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'Eddie Brock, qui est un journaliste qui est un des journalistes les plus réputés à San Francisco, et sa vie elle va super bien. Il a la meilleure job possible, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime, il a une fiancée. Tout va le meilleur des mondes. Et du jour au lendemain, il va l'interviewer, le président d'une compagnie pharmaceutique, je peux dire, scientifique. Ouais, c'est de la pharmaceutique, ouais. Et qui font des recherches qui sont liées à l'espace. Et pour remettre pour le cancer aussi. Ouais, pour remettre pour le cancer. Il croit que c'est à travers les recherches spatiales qu'on va pouvoir sauver les humains. Et donc, ils envoient des fusées. D'ailleurs, le film commence sur une fusée qui se crache sur Terre après un accident et qui dévoile les symbiotes du film. Et donc, Eddie Brock, du jour au lendemain, va, dans le fond, s'attaquer à ce journaliste-là et il va perdre en voulant confronter cette compagnie-là qui trouve qu'elle est malsaine. Sa réputation va être détruite, il va perdre sa fiancée. Du jour au lendemain, il va se retrouver dans un appartement miteux, il va avoir tout perdu et il va commencer à broyer du noir. Et finalement, avec plusieurs péripéties, il va se retrouver à être en collision avec le symbiote Venom, qui est l'antagoniste du film. Dans le fond, le personnage principal du film, c'est plus ou moins Venom. Et ensemble, ils vont s'unir pour... une menace commune. Une menace commune, voilà. Donc, c'est pas mal le résumé, sans trop spoiler. Ouais, c'est très bien résumé, Mathieu. Merci. Pas autant que moi avec Book Club, là, mais... Ça, c'est du chef-d'œuvre, Bref, on va écouter ce casting, j'ai hâte de t'entendre. Ouais. On est obligé de commencer avec Tom Hardy qui porte le film littéralement sur ses épaules. Absolument. Je pense que là-dessus, on est d'accord tous les deux. Oh ouais. Et j'ai hâte de t'entendre, alors je te laisse te lancer. Mais Tom Hardy, je considère que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Je le pense encore. Si on oublie Amen's War, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films mauvais venant de sa part. Même les films qui sont pas bons, absolument, c'est pas du tout sa faute. Lui, il joue vraiment bien. Dans le film, c'est une chance qu'il est là. Puis sérieusement, parce que ça reste un acteur talentueux à plein des aspects. Il est crédible. J'aime ses regards. C'est ce qui apporte beaucoup souvent de profondeur à ses personnages. Il y en a qui disent souvent que c'est le ton de voix, mais des fois, moi, je trouve que c'est les yeux qui parlent beaucoup pour un personnage. Et je trouve que Tom Hardy, c'est justement là-dedans qui excède. Et on dira ce qu'on voudra du film Venom. Tom Hardy, là-dedans, il est bon malgré tout. Il essaye de s'en sortir. Pour ma part, Tom Hardy, je trouve que c'est un acteur 5 étoiles. Pour la génération actuelle, c'est un des meilleurs acteurs. Je suis juste surpris qu'il ait accepté ce rôle-là quand je pense. Ben, Tom Hardy aime ça des rôles variés. Hein. Il a fait beaucoup de choses variées dans ses rôles. Récemment, il a fait Mad Max pour relancer la franchise de Mad Max. Ah oui, puis il pensait que ça allait être un flop quand c'est sorti. Ah, je l'ignorais ça, mais bref, il a fait une performance incroyable. Il dit, je pense, une phrase dans le film. Là. Ouais, il parle pas beaucoup, puis le film il a eu comme 4 Oscars. Là, c'est ça. Tom Hardy est reconnu pour avoir un visage très expressif. Là. C'est une de ses grandes forces de cet acteur-là. C'est pas le cas de tous les acteurs, c'est quand même important de le préciser. Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent faire beaucoup de dialogue pour nous convaincre de quelque chose, autant les émotions que la scène, que Tom Hardy, il a juste à être là, il te regarde, tu vois dans ses émotions qu'il vit quelque chose. Moi, dans Mad Max, il m'a fasciné, je regardais son visage, tu le sens quand il est triste, tu le sens quand il est en colère, tu sens ses émotions. Puis dans ce cas-ci, effectivement, tu sens ses émotions, même si c'est un personnage beaucoup moins profond que d'autres films qu'il a déjà fait. On sent quand même qu'il s'amusait dans le film. Ouais, c'est pas un rôle qui l'a fait chier, là. Hein? Non, j'appuie ce que tu disais. Tu le vois dans ce rôle-là qui s'est pas fait chier à le faire. Souvent, tu le vois dans les acteurs que tu regardes. Puis, je donne un exemple. Tantôt, avant le podcast, j'écoutais
une chaîne YouTube que j'ai découvert aussi récemment et que, dans le fond, il critiquait Astérix aux Jeux Olympiques. Et c'est une chaîne YouTube française. Et il expliquait pourquoi le film n'avait pas marché. Et une des raisons, c'était que l'acteur qui faisait Brutus, qui est Christian Prévost, si je ne me trompe pas, qui porte entre autres mon nom de famille, qui est un excellent acteur français que j'aime beaucoup, qui a joué entre autres dans Le Dîner de con, qui est excellent là-dedans. Dans le film, c'est lui qui fait Brutus, le fils de César. Et il a raconté en entrevue après qu'il se faisait chier à la fin parce que ça marchait pas, il crevait de chaud, il a tourné un mois des scènes sans parler, des scènes de course, où il faisait genre C'est drôle, je pense que j'ai écouté le même documentaire que toi. Ah ouais? Ouais, je l'ai écouté. Il vient de sortir? Ouais. Oui, je l'ai écouté. Je voulais te présenter cette chaîne-là. En plus, je l'aime beaucoup. Tu as écouté son documentaire sur Space Jam, c'est super intéressant. J'ai pas encore écouté, j'ai juste écouté aux Jeux Olympiques, Astérix aux Jeux Olympiques, puis entre autres, là, il disait que l'acteur à la fin était écœuré, il avait juste hâte que ça finisse, puis à la fin, il demandait de faire de la promotion, puis ça ne tentait pas, puis on s'est engueulé en entrevue, puis ça allait vraiment pas bien, puis tu le voyais, tu restes après en écoutant le film que tu le sens, surtout à la fin des dernières scènes, que tu sais, il est moins drôle, là, il n'y a plus autant d'humour qu'il y avait, puis même il est plus effacé. Et en tout cas, c'est un exemple que je l'ai donné entre autres pour Tom Hardy, mais là-dedans, Tom Hardy il est excellent. C'est le meilleur du film en toute bout de ligne. C'est lui qui sauve en soi le film parce que même si j'ai l'impression que ça va être un désastre, je trouve que c'est pas tant un désastre que ça. Je sais que Max est peut-être d'accord avec moi. Dans ton sens, tu lui donnerais 0 étoile. Mais pour moi, il vaut quand même quelque chose. C'est un film quand même correct. C'est quand même un divertissement. Là, je sais que je suis considéré pour quelqu'un d'assez. Assez gentil en matière de critique. Ouais. Dans ce cas-ci, je suis quand même assez posé. J'ai pris le temps d'y réfléchir parce que j'ai vu ta haine dans ton regard. Ben, écoute, on peut le dire tout de suite. Moi, j'ai pas aimé le film. Je vais m'expliquer après pourquoi. Ouais. Mais on était 6 au cinéma. Puis on était quoi? Il y avait 2 sur 6 qui avaient aimé le film? Ben, Hugo et moi, on partageait plus ou moins la même opinion dans le sens que c'était correct. C'est un divertissement. Mais genre, moi, mon ami Olivier, Mike et Dexter, on a tous pas aimé ça, là. Bref. La majorité la porte. Bref, Tom Hardy, je trouve que c'est le meilleur élément du film. On viendra plus tard là-dessus. L'actrice principale est jouée par Michelle Williams. Qui est une fille extrêmement talentueuse qui fait des films d'auteur, absolument. Oui, effectivement. Anecdote, elle a accepté ce rôle-là uniquement pour payer ses factures. C'est ce qu'elle a reporté à Hollywood Reporter. LOL. OK. Parce qu'effectivement, elle fait pas des blockbusters d'habitude. Ben là, récemment, elle a fait tout l'argent du monde, qui avait comme à la base Kevin Spacey, puis ça avait été remplacé, l'acteur. Là. Oui. Ben, elle joue là-dedans. Là, Oui, effectivement, ils ont changé d'acteur dans la minute. Mais effectivement, pour Michelle Williams, dans le film, pour m'élancer, pour commencer, c'est pas une actrice que je connaissais beaucoup. Comme on l'a dit, c'est une actrice qui fait des films d'auteur, donc elle n'est pas habituée de faire des gros films en soi. Donc je l'ai déjà vu quelque part, ça j'en suis certain. Mais je peux pas te dire exactement dans quel rôle je l'avais vu. Mais j'ai senti que c'était une bonne actrice en soi. Même si la dent est quand même assez effacée. Puis elle prend des décisions, ben, elle a un comportement assez contradictoire. Ouais. Le trois quarts du film, elle a un comportement fixe. Puis vers la fin du film, elle switch de bord sans réelle explication. C'est juste un retournement de situation. Puis t'es comme. Il aurait pu au moins expliquer un peu l'évolution de ça. Parce que c'est comme si je te dis non, oui. Ouais, c'est un peu ça. Là, t'es comme. Ouais, mais pourquoi tu me dis oui là? Tu me dis 4 fois non. Il manque comme une explication entre le non et le oui. C'est quelque chose qui m'a chicoté du film. C'est ce bout-là avec elle qu'on va parler dans Zone Spoiler. Mais dans l'ensemble, c'est une actrice que je trouve qui est quand même très bonne. Puis elle a fait de son mieux pour le film. Puis je sens pas non plus qu'elle s'est fait chier. Même si elle le faisait pour l'argent. Tu sais, elle a fait ses scènes. Puis je veux dire, il y a quand même un lien qu'elle a fait avec Tom Hardy. On sent qu'on travaillait ensemble. Puis qu'ils s'entendent bien. Puis on le ressent dans le film. C'est pas le pire cas du film, je dirais, là, en soi. Donc, toi? Moi, j'aime beaucoup Michelle Williams. Je l'ai vu dans plusieurs films. C'est une actrice que je trouve qui est absolument, quand elle embarque dans un projet, ça implique beaucoup. Et là, c'est le contraire. J'ai senti qu'elle n'était pas impliquée dans le projet. Elle était là vraiment pour faire ses lignes, faire ce qu'elle avait à faire, puis s'en aller. C'est vraiment le feeling que j'ai ressorti tout le long parce que autant que tu peux écouter le premier Spider-Man puis tu vas t'attacher à Kristen Dunst, même si c'est un peu non dans le film, malheureusement. Là-dedans, j'oubliais quasiment qu'elle était là. Autant que, pourtant, son importance dans le film, puis pour moi, elle était est complètement oubliable. Je pense pas que c'est vraiment la faute à Michelle Williams. Je pense plus que c'est la façon que le personnage a été écrit. Moi aussi, comme tu dis, le oui, non, oui, là, je suis absolument d'accord avec toi. Et je pense que son personnage il est vraiment mal écrit, puis elle aurait pu être un personnage attachant qu'on aurait voulu voir dans une suite. Ouais, il y a bien des défauts. Puis si éventuellement il y a une suite, je serais même pas surpris qu'il y ait remplace. Ça se pourrait bien, on fait des hypothèses actuellement, mais effectivement. On finit avec le méchant. Ouais, je suis d'accord. Riz Ahmed, qui est un acteur d'origine indienne, si je ne veux pas me tromper. J'ai aucune de ces qui. Mais j'ai déjà vu dans autre chose, encore une fois, pour cet acteur-là, mais encore une fois, je suis pas capable de placer son visage. Mais je sais qu'il est de plus en plus en vogue au cinéma. Ah, c'est pas lui qui joue dans Rogue One, qui se fait sauter?
Ah, ça se peut. Je lance ça de Je même. Là. pense que t'as. Fucking 1000 doigts dessus, hein. Je pense que oui, voilà sa filmographie. Après, on va le voir. Mais je pense que t'as pas mal raison. Ah, gros, je suis tellement fort. Ah, c'est ça, c'est dans Rogue One, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu aussi dans Jason Bourne. C'est dans ces deux trucs-là que je l'ai vu. Ouais. Mais c'est l'acteur qui est de plus en plus en vogue, ça je le sais, parce que j'avais lu une entrevue sur le film qui disait que l'acteur disait que ça, il faisait de plus en plus de gros films. C'est récent, je pense, dans l'univers du cinéma américain, je parle. Ouais, C'est un acteur de. Ben, je suis presque sûr qu'il est indien, là. Mais je veux pas pas être vérifier. raciste ou quoi que ce soit, là. Mais je suis presque sûr qu'il est indien. Mais bref. Ben, il est né à Londres. Il est à Mais il est British-Pakistanais. Ah, pakistanais, excusez-moi, il est pakistanais. T'es Bref, confond. c'est à gauche de l'Inde, là. Excusez-moi de l'Inde. Le gars, il s'excuse. là. Ah, continue. Avant, à l'époque, c'était une colonie britannique, les deux étaient fusionnés, ok? Fait que mange la merde. Bref, ça pour dire que le méchant, écoute, c'est un méchant qui est là pour dire moi je suis méchant, là. Ah ouais, définitivement. C'est stéréotype des méchants, des vieux films de super-héros, là, que je suis méchant parce que. Ben, parce que je suis Un méchant. vrai méchant pakistanais, là. Très, ouais, ben. C'est raciste, là, mais ouais. Parce que les États-Unis sont reconnus pour quand ils font des films, mettons, d'espionnage ou de guerre. C'est tout le méchant russe, le méchant arabe, le méchant anglais. Ouais, mais je trouve qu'au moins, à sa défense, c'est comme pas... On le sent pas comme ça, là, pour vrai. Non, ben, on tu fait sais, des blagues, mais... Ils ont fait un background quand même, là, à ce méchant-là. C'est pas très développé, mais je dis, tu sais, c'est un président d'entreprise. Ok, son, ouais. tu sais, son but, c'est de sauver l'humanité. Mais tu connaissais-tu le personnage ou il a été inventé pour le film? Il a pas été inventé pour le film. Je le connaissais pas vraiment. La preuve, c'est qu'après le cinéma, un de tes amis a regardé sur son cellulaire savoir c'était qui. Parce que c'est un personnage qui est exclusif au comic de Venom. Donc, il n'y a pas d'apparence dans l'univers de Spider-Man en soi. Ok, il a été créé pour les bandes dessinées de Venom. c'est Voilà. ça? Ok. Et ça fait partie de l'univers littéralement de Venom. Et il me disait rien justement parce que j'ai réellement jamais lu de BD directement de Venom. Moi, j'ai lu des BD d'histoire de Venom, soit dans l'univers de Spider-Man, soit dans l'univers de Deadpool. Mais tu me diras, je pense que j'avais entendu dire qu'il y avait une run de Venom qui, justement, il était comme semi-policier, genre. Ben, c'est Agent Venom. C'est l'histoire actuelle de Venom. Il est rendu un agent du Shield. Et c'est plus Eddie Brock qui est Venom, mais c'est Flash Thompson. Ok. Que le nom doit te dire quelque chose. Si tu as déjà écouté la série originale de Spider-Man, qui était le joueur de football dans l'école de Peter Parker qui le matérialisait un peu. Et qu'on a pu voir aussi, entre autres, dans les films de Spider-Man actuels, entre autres dans les derniers films de Spider-Man Homecoming, il est joué par, je pense, un autre acteur pakistanais, littéralement. Et dans la Ah, ouais. Ok, ouais, ben puis on oui, peut c'est voir vrai. aussi dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, où que Spider-Man, ben Peter Parker, à un moment donné, il pogne puis il plaque sur un casier dans le film. Ouais, puis aujourd'hui, qui est l'acteur qui fait Deathstroke, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qui est assez ironique. Mais bref, le méchant, je le connaissais pas vraiment. En fait, je le connaissais pas du tout à la base. Et moi, à la base, au début, quand ils avaient annoncé le film, je pensais que c'était Carnage, le méchant. Ils l'ont presque à la fin, ils disaient que c'était Carnage. Finalement, c'était pas Carnage. Puis, après d'avoir lu sur ce méchant-là qui est Riot, j'ai compris que c'était plus logique de commencer par lui en soi. Ouais, ben, Mais c'est il parce reste que le méchant n'est pas très c'est marquant en parce que soi. Carnage va être suffisamment assez intéressant pour qu'on l'amène, pour que le deuxième ait un intérêt, genre. Voilà, on reviendra plus tard là-dessus. Mais pour finir avec l'acteur, j'ai pas été très convaincu par lui. J'ai trouvé assez peu consistant. Ouais. Il était pas très consistant. Et même le méchant Riot qui arrive plus ou moins à la fin du film, qui lui en soi, il hésite le nom, il fait quelque chose de gros. Finalement, c'est expédié assez vite. Je trouve ça dommage que le méchant, on comprend un peu plus ses motivations. Dans ce cas-ci, c'est assez expédié. J'ai pas le temps de digérer autant que je voulais, mais j'ai apprécié quand même les combats, les interactions qu'il y avait. Que toi? Moi, je trouve que c'est un des personnages les moins inspirés. C'est un bad guy. On a vu Ouais. ça 1000 fois. Le gars, il est pas fin, puis il nous montre à quel point il est pas fin. C'est un méchant de grosses compagnies pharmaceutiques, comme on a vu souvent. Je pense pas que c'est pas l'interprétation qui est le problème. Je pense bien que l'acteur fait le taf. Je pense plus que c'est encore au niveau de l'écriture du personnage. Je pense qu'on aurait pu... Il y avait de quoi, là. Tu sais, je veux dire, le film Venom, il y avait tout le temps pour le faire. Puis je pense que le film aurait mérité comme un 3 mois de plus de réécriture de scénario pour être sûr que le film soit solide. Et je pense que c'est un des problèmes. C'est le personnage qui est complètement oubliable. Ils en parleront même pas dans le 2, puis ça va être normal parce qu'on va l'avoir tous oublié. Je serais pas surpris, je suis bien d'accord avec toi. On va aller avec la critique générale du film. Ouais. Il faut expliquer à prime abord que le film a été charcuté à la fin. Ils ont enlevé 40 minutes de scène. Puis ça paraît en crise. Ça paraît surtout à la fin, je trouve, du film. C'est très charcuté à la fin, c'est très expédié.
C'est quelque chose qui m'a dérangé beaucoup. Mais au final, c'était quand même passable pour ce que c'était le film. Mais ça aurait mérité qu'il le laisse comme il était, dans le sens que 16 ans et plus, ça aurait été intéressant à voir pour ce film-là. Je pense que ça ramenait un contenu encore plus intéressant. Mais pour ce qu'on a du film, je trouve que c'est quand même un divertissement correct. C'est pas le film du siècle non plus. Tom Hardy sauve le film en soi. Il sera pas dans ton top 10, je suis sûr. Il sera pas dans mon top 10, mais je trouve que Tom Hardy a quand même sauvé le film. Puis j'ai apprécié son personnage Eddie Brock. Je trouvais qu'il était assez fidèle au comic. Puis aussi son interaction avec Venom, j'ai bien aimé. J'ai aimé aussi le personnage de Venom en soi, la façon qu'il est développé. Soit on reproche à ce genre de personnage-là que c'est juste des brutes épaisses qui pètent la gueule à tout le monde, ce qui était le cas au début de Venom, mais avec le temps ils l'ont développé son histoire. Et j'ai aimé qu'il parte de cette direction-là. Ça aurait pu tellement être juste comme, mettons dans le film de Sam Raimi, où que Venom arrive de nulle part, il est en crise après Spider-Man, puis il veut le tuer tout simplement, sec de même. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Il y a quand même une évolution à travers ça. Et si c'est pas un héros, c'est pas un méchant dans la mesure que c'est montré comme un anti-héros, si je peux dire. Même si c'est une tendance très violente. Puis sinon, pour le reste du film, j'ai aimé le fait que ce soit pas New York. Il aurait pu tomber dans le pattern de on retourne un autre film de super-héros encore à New York. Ça ferait pas de sens vu que Spider-Man n'est pas là. Ouais, c'est ça. Même s'ils font une référence au début du film, pourquoi ils sont pas à New York. Ouais. Eddie Brock a été expulsé de New York, donc ça explique pourquoi. Puis j'ai aimé ce clin d'œil-là, ça avait un sens. C'est tourné à San Francisco, je trouve que c'est une très belle ville qui se prête bien. C'est là qu'Ant-Man était. Hein? Oui, c'est ça, Ant-Man il est là. Puis les X-Men aussi, entre autres. Et je trouve que ça se prête bien à ça. Je trouve que c'est une belle ville pour ça, qui est peu utilisée, mais qui est de plus en plus utilisée pour ce genre de film-là. Parce que l'architecture est beau. Ouais, c'est magnifique. Le pont, là, c'est emblématique. Toutes les buts, c'est pas. C'est beau. Ouais, c'est une belle ville. Mes parents sont allés il y a quelques années, ils m'ont dit que c'était incroyablement beau. D'ailleurs, on peut plus ou moins la visiter dans le jeu Watch Dogs 2. C'est c'est la carte du jeu. Puis elle est vraiment détaillée, très bien détaillée. Bref, j'ai apprécié le film pour le divertissement que ça m'a donné. Pour Venom, j'ai bien aimé. J'ai aimé la façon que ça a été traité pour ce personnage-là. J'avais peur que ça refasse un peu comme dans la version de Sam Raimi. Et dans ce cas-ci, non, j'ai été surpris. Par contre, une chose qui m'a chicoté, c'est le fait que Venom n'a pas ses pouvoirs de Spider-Man. Ouais. Parce que Venom, entre autres, c'est une copie maléfique de Spider-Man dans la mesure que même, oui, c'est un extraterrestre. Il a ses propres capacités. Mais après d'avoir interagi avec Spider-Man, il va copier les habiletés de Spider-Man. Il va tirer de la toile. Il va y ajouter des outils à son arsenal. Et la toile est emblématique. Même s'il a ses propres pouvoirs, reste qu'il va avoir la toile, le sixième sens, il est collé au mur, plus ou moins. Mais donc, ça pourrait arriver quand même dans le deuxième film. Là, c'est pas impossible en soi. Mais j'ai aimé la façon qu'ils ont pu jouer avec ça, dans la mesure qu'ils ont trouvé une manière inventive d'utiliser Venom. Quand même assez intelligente, je trouve, comment c'était utilisé. Donc, pour ça, c'était bien. Sinon, le méchant, c'est très oubliable. Quelques effets spéciaux qui m'ont gêné un peu. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé le design de Venom, même du méchant en soi. Je m'attendais à avoir d'autres symbiotes, parce qu'il en utilisait d'autres, mais dans la mesure que non, finalement. J'étais un peu déçu pour ça. Mais bref, puis j'ai mis aussi, il y a beaucoup de clins d'œil à l'univers des comics. Beaucoup de choses fidèles, beaucoup de choses qu'il faut que tu sois vraiment un grand connaisseur de comics pour le savoir. J'en reparlerai dans la zone du spoiler. J'ai mis aussi le clin d'œil de Stan Lee, que je m'attendais pas à le voir dans ce film-là. Surtout qu'il a dit que voyons, je veux pas très parler à travers mon chapeau, mais il me semble qu'il disait qu'il arrêtait de faire des caméos après le dernier Avenger. Parce qu'il est quand même 92 ans. Là. 13 même. Puis les derniers, il faisait dans des studios, il allait plus dans les tournages, parce qu'il était rendu trop vieux pour se déplacer. Donc j'étais surpris qu'on le voyait dans cette place-là. Donc j'imagine qu'il a tourné ça en mettant Ant-Man ou un truc comme ça. Mais reste que j'étais surpris de son caméo, puis j'ai aimé ça parce que plus que ses caméos avancent, plus qu'il y a de lignes. Il dit plus en plus de texte dans ses caméos. Ouais. Je trouve ça drôle. je sais pas, je trouve ça drôle. Je suis content de le voir. Bref, toi? C'est compliqué, ce film-là. C'est compliqué. Fais comme si tu l'as aimé. J'ai vraiment pas du tout aimé ça. Mais genre, pas du tout. Tout le long du film, tu remets en question tout le temps les décisions du personnage. Je considère que le film est un limite sur le bord du navet. C'est un film qui est très mal écrit, mal exécuté, mal produit. Le montage est vraiment bizarre. Il va y avoir des moments... Il y en a une qui me saute au visage. Eddie Brock est dans un restaurant, il est comme à côté sur une table et la scène décide de changer de plan pour qu'on regarde le visage. Son bras est plus à la même place. On change la cam, on revient à l'autre plan avant et le bras est revenu. Il y en a plein de même des scènes comme ça. Tu vois que le film est charcuté à bien des places et je trouve que ça rend le film encore plus
difficile à appréhender et à embarquer. C'est long avant que Venom apparaisse, c'est vraiment long. Et le temps qui est là, il est pas suffisant. On y croit pas vraiment. Il y a les effets spéciaux sont c'est cheap. C'est très très cheap pour vrai. Et c'est digne. Je trouve que le Venom au niveau effets spéciaux de Sam Raimi en 2008 était beaucoup mieux fait que celui-là. J'ai pas tant aimé non plus le personnage de Venom. Venom est censé être un personnage effrayant qui devrait nous stresser à chaque moment qu'il est là. Au contraire, il est drôle puis il est quasiment attachant. Excuse-moi de te couper, j'ai oublié de mentionner que l'humour à certains moments dérange dans le film. Ah oui, puis elle aide pas du tout le film. Parce là. que ça casse les scènes qui sont censées être effrayants ou violents. Ils mettent trop d'humour. C'est normal de temps en temps de mettre quelques petites touches d'humour pour reprendre notre souffle. Ouais. Mais il y a les doses étaient trop grosses à plusieurs moments dans le film. J'ai oublié de le mentionner. C'est vrai que c'est quelque chose. Mais Venom est tout sauf méchant dans le film. Là. Il est vraiment pas épeurant et il y a des scènes où justement. Ouais, il y a des. Ouais, ça suffit pas là. Il y a des moments aussi que genre le visage s'incruste comme sur le visage de Tom Hardy. Et c'est tellement mal fait. On dirait que c'était. Pour vrai, c'est des effets spéciaux qui seraient dignes de fan-made faits sur YouTube. C'est épouvantable. Le scénario, il n'y en a pas. On va se dire, il n'y en a pas. La fin est tellement expéditive que tu te dis, Colin, écoute, j'appréhendais même pas le méchant Riot. Il y a plein d'affaires comme ça qui ne fonctionnent pas. Je trouve que le rythme du film est bizarre. J'ai eu les mêmes feelings que quand je suis sorti de Batman v Superman. Je trouvais que le film était saccadé. Michelle Williams, je m'attachais pas à elle. Il y a une bonne vraie scène d'action. Tant qu'à moi, c'est la scène en moto qu'on peut voir dans la bande-annonce. Autrement, le reste, je trouve que c'est très, très dispensable. Je trouve que Tom Hardy fait son possible pour essayer de sauver le film, mais ça marche pas du tout. C'est pas bon, c'est mauvais. C'est un film qui est complètement raté à mon goût à moi. S'ils font une suite, il va falloir vraiment qu'ils me convainquent pour que j'aille la voir. J'irai peut-être juste pour le podcast, mais autrement, je regrette quasiment d'avoir été le voir. Puis la majorité du monde qui était avec moi en salle, si on oublie Mathieu, là, ils ont tous pas aimé le film. C'était un signe. Puis que les post-crédits, on va revenir dans la zone spoilers, mais c'est d'un pathétisme comme j'ai jamais vu. Un film complètement oubliable. C'est malheureux. Il y avait du potentiel, mais c'est un film qui est complètement raté sur bien des aspects. Avant d'aller dans la zone spoiler, je vais mentionner des choses. J'espère sincèrement qu'ils vont avoir une version complète sur DVD, Blu-ray, 4K, etc. 8K si ça existe à ce moment-là. Parce qu'il existe le 8K, mais ils ne sortent pas encore des films en 8K sur nos tablettes. Mais les TV existent. J'ai détails. Mais tout ça pour se dire que j'espère qu'il y aura une version complète. Je serais curieux de voir le résultat qui était initial. Voir à quel point c'était vraiment mieux. Dans la mesure que j'ai écouté les versions longues de Suicide Squad et Batman vs Superman, et j'ai vu qu'il y avait une qualité différente. Le film était moins charcuté, il y avait plus de logique à travers le film. On avait plus le temps de développer les personnages. Et donc j'espère sincèrement que les défauts qu'on voit dans le film, pour la plupart qui m'ont dérangé, peuvent être corrigés entre autres dans cette version complète, si elle existe évidemment. Là, je vois vraiment Dans le superflu, là. dans l'imaginaire, mais bref. Ça pour dire qu'on va être dans la zone spoiler, on va en parler plus en détail. Oh, absolument. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler. On va aller plus en détail du film. On a quand même beaucoup à dire. C'est un film qui est quand même qui était quand même énormément attendu. Et il y a déçu plus qu'un. Et je suis d'accord, il y a beaucoup de choses de décevant de ce film-là. Je pense qu'on va partir du début et on va progresser jusqu'à la fin du film. Ouais. Dans le fond, la mise en contexte du film, c'est qu'il y a une fusée qui se crash sur Terre et tout le monde meurt sauf une personne qui survit sur le coup. Et j'avais pas noté sur le coup, mais c'est en lisant des commentaires que j'ai réalisé. Est-ce que tu te souviens du nom de l'astronaute qui a survécu? Ouais, je pense que j'ai entendu dire de quoi. C'était comme le fils à Jameson. Ouais, c'est le fils à Jameson. Puis c'est la même scène que dans les comics où Venom arrive sur Terre. C'est la même scène. C'est une fusée qui se crash. Puis le survivant, c'est le fils de Jimmy Neeson. Puis avec lui, il emmène les Sabots sans faire exprès. Il l'emmène sur Terre. C'est la même scène. J'ai vraiment vu une scène aussi fidèle de comics pour un film de Marvel, autant que DC. J'ai aimé ce clin d'œil-là. Puis je l'avais pas catché sur le coup. Puis quand je l'ai lu ça après, j'ai trouvé ça vraiment bien. Parce que souvent, ils vont créer leurs propres histoires pour les films. Ils n'ont pas nécessairement avec l'origine des comics. Et dans ce cas-ci, ils ont vraiment voulu rester quand même assez fidèles pour ça. Oui, ils ont acheté plein d'autres symbiotes avec. C'est correct. Dont un qui hésite le long du film. Qu'on apprend à la fin que c'est le méchant du film. Mais j'ai aimé ce petit clin d'œil au début. Et aussi qu'ils font une référence à l'univers de Spider-Man dans la mesure que ce personnage-là, il pourrait clairement apparaître dans un film de Spider-Man. Donc ça pourrait faire un bug.
Puis aussi, je veux le dire avant d'oublier complètement, mais une des choses que les gens ont beaucoup chialé, c'est qu'ils ont fait. Le film passe le fait qu'il ne peut pas être dans l'univers de Marvel. Pourquoi? Tu l'as noté en même temps que moi en écoutant le film. Un des personnages principaux du film qu'on n'a pas nommé dans le casting est un des acteurs principaux de Luke Cage. Mais en même temps, je te rappelle que la sœur de Cottonmile. Ouais, elle joue un petit rôle dans Civil War, War. mais c'est un petit rôle qui est oubliable. Elle fait une mère éplorée, je pense qu'elle n'a même pas de nom. Genre, c'est une mère éplorée. Ça peut passer à la limite. À la limite, on peut dire que c'est la même personne, dans le fond. Ouais, il y en a même qui disaient ça. Mais le personnage qu'on voit là, c'est complètement un autre. L'acteur qui joue là, il fait complètement un autre personnage différent qui reste dans l'univers de Marvel. Ouais. Donc ça a énervé beaucoup de fans et je peux comprendre. C'est une petite parenthèse juste pour revenir après. À la limite, c'est pas grave. On pourrait passer Ouais. par-dessus. Pour revenir au début du film en soi, comme je dis, la fusée se crash, le symbiote arrive. Et c'est là que tu as la première scène avec les symbiotes, dans la mesure qu'il y a un symbiote qui s'échappe et qui possède des corps. Il va switcher de corps en corps en voyageant à travers le monde. C'est comme plus ou moins dit qu'il n'est pas aux États-Unis. C'est comme craché plus loin. Parce qu'entre autres, on est comme dans un quartier asiatique, tout ça. J'ai trouvé que c'était long, un long teaser. Parce que ça prend quasiment le 3/4 du film Ah ouais. avant qu'il arrive en San Francisco. Là. Ah, c'est long. Puis genre, il switch de corps en corps. Il fait comme 4-5 corps avant d'arriver. Il tue à chaque fois, dans Ouais, le fond. il tue à chaque fois. Fait qu'il tue la petite fille qu'on voit pas. Ouais, hors caméra, il tue la petite fille. Puis, parce que la fille, elle fait genre un câlin au méchant. Puis là, ben, après, on voit plus la petite fille. Ouais. Fait qu'on suppose qu'elle est morte, mais je veux dire, On sait même pas comment elle a fait pour se rendre là. c'est vrai parce que c'est un laboratoire full high-tech pis tout, là. Ouais, comment elle a fait pour arriver là? Ça fait pas de sens. Même lui, il est surpris, genre. Comme, qu'est-ce que tu fais là? Comment elle a pu passer toute la sécurité, genre? Effectivement, mais bref, je trouve le teaser très long. Un peu trop long à mon goût. Il aurait pu clairement l'arriver plus tôt que ça. Je comprends qu'il y a- Ben, il me faisait pas peur, puis je comprenais même pas. Genre, je me rappelle quand j'écoutais le film, j'étais comme, il sort de où déjà, ce méchant-là? Tu sais, à la petite idée, tellement qu'on. En tout cas. Continue. Ben, tu sais, c'est bon que t'alternes parce que faut pas que je parle tout le long non plus, là. Mais moi, une scène qui m'a frappé un peu, c'est l'ami à Tom Hardy, justement, ben, Eddie, qui est comme itinérante dans la rue, qui devient comme un prototype de test, là, si Ouais. on veut. Puis, comme de fait, fallait qu'il connaisse Eddie en plus, tu sais, comme le monde est petit, c'est pas grave. Ouais. Ça amène une scène, justement, où elle saute sur Tom Hardy, puis que c'est là qu'il incarne le Venom. Mais le problème qu'il y a, c'est que cette scène-là aurait dû être le film. Dans le sens que c'est horreur, c'est stressant, c'est angoissant, c'est effrayant même comme moment. Là. Je veux dire, il y a des enfants dans la salle qui ont crié. Ça prouve que le film aurait dû être ça, tant qu'à moi. Mais il aurait fallu qu'il assume jusqu'à la fin le film. Déjà que le film est parsemé de mensonges. Là, on nous avait dit que Spider-Man serait dedans, comme de fait. Il est pas là, puis que le film serait 16 ans, c'est pas le cas. Et c'est là que je vois que c'est dommage parce qu'on crache vraiment sur tout un potentiel qui aurait pu être intéressant. Sinon, j'ai trouvé aussi la façon un peu cheap de Eddie de trouver comment il va se rendre à la base parce qu'il fallait qu'il tombe sur la fille. Il fallait que la fille sache où que Eddie Brock vit, où qu'il va, puis il va à l'argent au dépanneur. C'est jamais expliqué comment il a fait pour le retrouver, mais en tout cas. Ben, maintenant qu'il y a Internet, c'est tout se cacher. Ouais, c'est ça. Mais il y a comme plein d'affaires comme ça qui me dérangent dans le film. Puis écoute, je vais aller sur une scène. C'est une scène de fin, mais c'est pas la scène finale. Justement, Venom mange du monde là-dedans. Puis on le voit jamais, évidemment. Et à la fin, il décide de comme arracher la tête du gars qui vient comme voler la caissière. Mais le corps a disparu en arrière. Ouais, j'ai remarqué, puis j'ai fait. Ils ont oublié de mettre le corps. Puis à quel point que la caissière n'est pas effrayée du fait de voir un gros monstre comme ça manger. Ben, sous le choc, ça, je peux. Ouah, pas vraiment, là. Non, je m'excuse, là, mais j'ai déjà vu des réactions plus honnêtes que ça, là. Effectivement, du coup, ça m'avait pas trop marqué, mais effectivement, c'est un peu. Comment on appelle ça ça cadre pas. Non, c'est ça. Ça fait pas de sens, en fait, au film. Là. Effectivement, ben écoute, c'est un bon élément soulevé du film. Je parlais plutôt de l'humour du film qui est présent à plusieurs parties dans le film. Ça se comprend des fois dans des films sombres de mettre un petit touche d'humour par-ci par-là pour alléger, comme j'ai mentionné. Mais souvent, les scènes d'humour sont quand même relativement longues et ils sont pas toujours nécessairement drôles non plus. Il y a quelques bons gags, effectivement, mais D-Box, hashtag Tom Hardy, c'est pas un spécialiste de l'humour. Tu le sens que Tom Hardy, l'humour, c'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Là. Non, puis la scène au restaurant, justement, c'est même pas drôle, c'est juste comme gênant. Tu sais, quand il embarque dans l'aquarium, t'es comme, ok, bon, il faut quand même mettre des tas, là. Ouais, il panique, là. J'ai par contre aimé le fait, puis ça me fait penser au film Upgrade qui est sorti récemment,
quand il commence à interagir avec Venom, puis il commence à se battre avec, il réagit un peu comme dans Upgrade, où il a pas le contrôle sur son corps, puis il panique. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment bien fait pour ça, parce que j'avais adoré ce style-là dans le film Upgrade, ça m'avait surpris. D'habitude, les scènes de combat, le personnage principal maîtrise la situation. Puis dans le film Upgrade, il contrôle pas son corps. Fait que tu vois qu'il se bat super bien, mais son visage panique, puis il a full peur, puis il capote. Puis Venom, au début, c'est ça. Tom Hardy, il est plein de sueur, il commence à être paranoïaque, il a peur, il fait comme non, attention, non. Puis il prévient les autres, puis il panique. Puis à un moment donné, il finit par l'accepter, mais j'ai aimé ce concept-là. Je pensais pas le revoir de sitôt, mais j'ai aimé que ce soit le même. Puis ça aurait pu tout simplement faire comme dans le film de Sam Raimi, de Spider-Man 3, où que dès le début, ils s'acceptent un à l'autre, puis ils vont se battre. Dans ce cas-ci, une petite évolution. Jusqu'au moment que Tom Hardy est plus capable de gérer ça, puis qu'il laisse la place à Venom, ou que là, Venom va se battre pour lui, il va le sauver aussi en quelque sorte. Donc j'ai aimé Cet aspect-là. ouais, cet aspect-là, voilà. Et puis j'ai aimé quand même les combats, comme tu parlais de La scène en moto. la scène en moto, qui est une course-poursuite, si on peut dire, qui je trouvais quand même très bien fait. Puis vraiment... Elle est bien rythmée, on va le donner. Là. Puis elle met quand même beaucoup... Elle met énormément d'avantages les capacités de Venom, pour la plupart des capacités de Venom, parce qu'il va servir, il va comme s'élargir, c'est un peu comme des toiles, mais à la place c'est ses mains, il va faire des boucliers avec sa peau. J'ai trouvé vraiment bien concepté ses pouvoirs. Il va servir des autos comme boucliers. J'ai trouvé que c'était bien pensé comme scène rythmée. C'est la meilleure scène d'action du film. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que la scène finale, on va en revenir dans quelques instants, mais. Chaotique, là. Chaotique, mais on sent que tout le long du film, à certains moments, mais surtout à la fin, que ça a été charcuté. Et je trouve ça dommage, parce que ça brise un peu le rythme du film, surtout, encore une fois, à la fin, parce que ça va tellement vite. Puis je vais aller aussi avec le personnage principal féminin, qui est joué par Michelle Williams, que j'ai mentionné tantôt, je voulais reparler, que toi puis moi, on a vu le même problème du personnage, c'est que du moment qu'elle n'est plus fiancée à Eddie Brock, elle veut plus y parler, elle veut plus vraiment le voir. Puis, tu sais, tout le long, Eddie Brock va essayer de le retourner avec elle. Puis elle est comme non, j'ai un nouveau chum, c'est un médecin, tout ça. Puis il va constamment s'essayer, puis elle sera pas d'accord si elle veut pas. Elle se dit, passe à autre chose. Puis, vers la fin du film, elle va devoir travailler avec Venom, parce qu'elle va accepter de travailler avec Venom, sans grande Ah, parce qu'il y a un chien qui a donné, là. Ouais, parce qu'il a passé à travers un chien pour venir la voir, puis elle va l'accepter. Et je dis deux choses là-dessus. Premièrement, ça fait un excellent clin d'œil au comique, parce que, et là, peut-être je vais t'apprendre quelque chose, originalement, Venom était censé être une femme. OK. Mais quand ils ont arrivé pour sortir le concept, ils ont réalisé que ça allait moins pogner. Donc, ils ont changé l'histoire, parce que au début, c'était censé être une femme qui avait perdu son enfant et sa famille, et qui a décidé qu'elle voulait se venger, tout ça. Et finalement, tu vois que ça n'avait pas assez de consistance. Donc, on a switché ça pour un homme, et c'est là qu'on a eu le Venom actuel. Et d'ailleurs, autre anecdote, le costume de Venom a été créé par un fan de Spider-Man. OK. Ils ont fait un concours pour créer un nouveau costume de Spider-Man, et ce fan-là a créé ce costume-là. À la base, il était noir et rouge. Le logo blanc était rouge à la place. Et quand ils ont créé Venom, ils ont donné une partie du crédit à ce gars-là. Parce qu'il avait créé le costume et pas le personnage en soi. Mais il a quand même eu le crédit pour ça. C'est quand même assez intéressant comme anecdote sur Venom. Bref, tout ça pour dire qu'elle va arriver en Venom femme pour sauver Eddie. Et elle va y transférer le costume par mettant les deux vont s'embrasser. Qui donne un moment bizarre parce que c'est comme si Eddie Brock embrassait Venom. Là. Ouais, puis dans un certain sens, en même temps, tu sens que Venom a comme un peu poussé ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il disait à plusieurs reprises quand il était avec lui, Venom dit elle est faite pour toi, vas-y, pousse, sinon on peut tuer l'autre. Il est comme non, il dit, non, mais tu sais, on a juste à le tuer, elle va être avec toi. Puis il est comme non, tu sais, il essaie de faire comme une sorte d'humour aussi parce qu'ils se battent entre eux. Puis les autres le regardent, puis il faut comme tu y parles, hein, il fait oui, parce qu'il essaie de montrer aussi un côté humoristique en faisant croire qu'il est comme schizophrène, parce que c'est le seul qui entend Venom. Puis il y en a qui se fait soigner à l'hôpital, et les deux le regardent, puis dans le fond, son ex, puis le médecin. Puis il dit là, t'es en train de se parler, puis il fait oui, puis il fait comme non, puis tu vois, on voit juste comme de l'angle des autres personnages. Ça montre un peu le côté fou, parce que Tom Hardy est très bon pour montrer la peur. Je trouve que c'est une des émotions qu'il maîtrise le mieux. Parce que tout le long du film, quasiment, il a peur, là, il est en sueur, et tout ça. Et bref, la scène qui s'embrasse, je trouve ça un peu forcé, comme j'ai dit. Parce que tout de suite à ce moment-là, elle switché de bord, elle veut revenir avec Eddie Brock, elle veut l'aider à battre le méchant. Puis Eddie Brock, il dit non, c'est pas une bonne idée. Finalement, elle arrive à la fin, puis elle part la fusée, puis elle sauve tout le monde. Je trouve ça un peu discutable comme twist, parce que le personnage a été vraiment coupé sec. J'imagine qu'il y a des scènes qui expliquaient un peu mieux ça. Parce qu'elle arrive de nulle part, puis elle va mettre du son, là. Ouais. C'est comme, OK, bon, ben t'es là. Puis après,
C'est tout ce qu'elle fait en fait. Bref, tout ça pour dire que son personnage a été rapidement expédié à la fin, comme toutes les choses à la fin du film. Mais dans l'ensemble, je sens qu'il y avait des scènes qui ont été coupées qui expliquaient un peu plus son changement d'attitude. Parce qu'il y a quand même 40 minutes qui manquent au film en soi. C'est beaucoup, là. Donc beaucoup de scènes d'action en soi. L'acteur l'avait dit, il y a beaucoup de scènes d'action qui ont été coupées au film. Pourquoi couper, tu sais? C'est pour un film plus général, comme j'ai mentionné précédemment. Ouais, mais à un moment donné, en tout cas. Ouais, je comprends. Je pense qu'on peut se diriger vers la fin du film. Ben, en fait, juste mentionner une caméo de Stanley. Quand Stanley. En fait, c'est la fin du film, le caméo. Ouais, c'était après, fin. Ah, bon, on va le prendre, on va en parler après. Je pense que tu es d'accord d'aller vers la scène. Ouais, je check juste voir si on n'a pas quelque chose qu'on a oublié. Non, pas tant, non, je pense que non. Ben, il y a les mercenaires qui s'attaquent à Venom qui se font défoncer. Je trouve ça quand même assez. Ouais. Parce qu'on a nommé les acteurs, donc je vais juste le mentionner. Mais effectivement, je pense qu'on est rendu pas mal à atteindre la finale du film. Qui est tellement mal amené, Ben, là. je vais te laisser la diriger, je vais te laisser comme. Ben, d'ailleurs, il y a une phrase qui tue le film. C'est justement quand ils sont à la fusée, puis que là, ils savent faut qu'ils s'en aillent là. D'ailleurs, tu fais comme, OK, on arrive à la fin du film déjà. OK, ouais. Je pensais pas qu'on avait on avait passé toutes les étapes. Parce qu'il y a comme, tu sais, il y a une introduction, un dénouement. Là, t'es comme, OK, on est à finale. OK, bon. Fait que c'est comme, t'as l'impression de pas être rendu à la fin dans le film. C'est vraiment étrange comme sentiment. Et dans le fond, t'as comme Venom qui dit, de toute façon, moi, sur ma planète, c'est moi le loser comme toi. Fait que pour ça, je reste. OK. Puis là, ils vont, justement, je reviens devant la fusée, puis il fait, moi, de toute façon, je vais rester ici avec toi parce qu'on se complète, tu sais. Il dit il a fait comprendre qu'il avait foi en lui, que la Terre méritait de vivre. Là. Tu sais que ça fait pas de sens, hein? Ah, ce film-là est rempli de ça. Il est rempli de ça. C'est cliché pour même par des moments, tu sais, faut le faire, là. Et justement, c'est ça. Fait qu'ils vont arriver à la fusée, et là, c'est là qu'ils vont rencontrer le Riot comme il faut. Là, qu'ils vont amener à une scène de combat tellement pas claire, c'est tellement expédié bizarre, des angles de caméra, puis il y a tellement d'affaires qui se passent à l'écran que t'es pas capable de suivre, vu que comme, tu sais, vu que c'est comme c'est un symbiote, là, fait qu'il y a comme de la chair qui se décolle de tout bord, de tout côté, mais c'est dur à suivre à l'écran, c'est pas clair, puis ça amène des combats comme, ils vont enfin utiliser ses pouvoirs comme utiliser un bouclier ou tout ça, mais c'est mal foutu, là. Pour vrai, on dirait tellement qu'il manque beaucoup de scènes dans le film. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est très brouillon. Oui, ouais, je pense que j'aurais pas mieux. C'est une Ben, je meilleure vais mot. résumer ton point en disant que c'est très brouillon. Là. C'est vraiment brouillon. Déjà, mes explications doivent être brouillon. Dans le film, c'est pire. Ben, c'est brouillon, puis je vais acheter un commentaire que tu n'as pas mentionné. L'éclairage est mal fait. Ouais. Il y a des moments très sombres. On a la misère à voir la scène parce que la moitié de la scène, il y a de la lumière. L'autre moitié, il n'y a pas de lumière. Fait que tu vois mal le méchant. Ou après, l'autre scène, c'est que tu vois mal Venom. C'est ça, parce que Venom, il est noir, puis il est sur des fonds noirs, des fois. Fait que t'as de la misère à suivre, là. Ouais, c'est vrai que c'est brouillon. Puis j'avais oublié de mentionner un truc précédemment dans le film qui revient à la fin. C'est qu'à un moment donné, quand il s'entend, il jase avec son. il jase avec son ex. Venom il est avec lui. Puis elle réalise qu'il parle à Venom, tu sais, puis il parle de Venom. Puis Venom il révèle ses points faibles. Il dit à la fille, à travers des bois, il dit je suis sensible au son et au feu. Puis plus tard, on va s'en servir contre lui, entre autres dans l'hôpital, mais aussi à la fin avec le son. Puis, en fait, la scène d'hôpital, dans le fond, je trouvais ça stupide dans la mesure, ben pas stupide, mais ironique dans la mesure que, juste avant qu'il l'envoie à l'hôpital, il dit son point faible, puis après, elle sert de ça pour sauver Eddie. Mais finalement, elle sauve pas Eddie parce qu'elle décide de ramener Venom à Eddie. Ouais. Parce que c'est elle qui connaît le point faible, mais elle pourrait tuer Venom là. Mais après, ça reprend Venom, puis elle va le porter à Eddie. Tu sais, après le brûler, après le pitcher du son. Ouais, puis Eddie, il le voulait plus, là. Non, il voulait plus, il était content. Puis finalement, il accepte d'occuper Venom. Mais... C'est parce que t'apprends dans le film aussi que Venom essaye de tuer Eddie Brock, là. Ouais. Ce qui fait encore pas de sens. Mais dans les comics, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais là, ça Au marche début, pas dans le parce que film. dans la mesure que dans les comics, il dit pas qu'il y a un cancer, puis il est créé plus ou moins par Venom, mais au final, c'est Venom qui le soigne. Parce qu'il va perdre Venom, puis il va le récupérer, puis quand il va récupérer Venom dans les comics, ça va le sauver. Okay. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, même chose, ça sert du son. Et l'autre aspect, c'est le feu, leur faiblesse. Et je l'ai vu venir de loin quand, dès le début du film, il parlait des fusées. À la fin, quand je voyais qu'il se battait contre une fusée, je savais que le feu allait avoir un impact. Et effectivement, à la fin, le méchant réussit à s'enfermer dans la fusée pour s'en aller. Fait qu'il dit fuck, il a réussi son plan. Venom, comment il va faire pour retenir une fusée? Il est super fort, Venom, je le concède. Mais comment il peut retenir une fusée? Et c'est là que. Je sais plus exactement comment la fusée explose. Ouais, mais il arrache de quoi en dessous de la fusée? Oui, là? il arrache une plaque. Une plaque, ouais, c'est ça. Il arrache une plaque en dessous de la fusée. Puis ça a fait exploser la fusée.
Là, il faut falloir que tu m'expliques de quoi, toi qui connais bien ça. Si un personnage meurt, Oui. est-ce que Venom peut le réanimer? Je ne connais pas en 100% capacité de Venom. Ce que je peux te dire, c'est que tant qu'il y a un soupçon de vie dans le corps d'une personne, il peut le sauver. Ouais, parce que là, il est mort, techniquement, Eddie Brock, quand il mange une plaque dans le milieu du corps. Là. Ouais, ben, en tant que tel, il y a la plaque qui tombe à terre, puis en mon sens, il tombe inconscient, là, dans la mesure que tu voyais son sang couler, mais dans la mesure que on peut pas déterminer qu'il était mort ou vivant, parce que oui, tu peux mourir de ça, mais on a un univers de comics. Donc, techniquement, tu peux survivre à ça. Dans ce cas-ci présent, c'est pour montrer que Venom pouvait le sauver puis qu'il tenait à lui. Ouais. C'était ambigu dans le fait que je pense pas qu'il était mort. Parce que, effectivement, s'il serait mort, je pense pas qu'il serait capable de le ramener. Venom n'a pas cette capacité-là. Mais à un certain point, il peut te soigner de pas mal tout. Parce qu'il y a un pouvoir de régénération plus élevé, entre autres, que bien des personnages comme Spider-Man qui est quand même capable de se régénérer, mais pas à ce niveau-là. À tel point que Venom peut régénérer des membres. Dans la scène de moto, à la fin, il se casse les deux jambes. Venom embarque dessus, puis il régénère les deux jambes. Parce que Venom est capable de faire ça. Ouais. Parce qu'il est extraterrestre, etc. Bon, pas besoin d'explication. C'est correct. Voilà. Bref, la scène à la fin était très expédiée parce que la fusée explose, le méchant meurt. Tu te dis, hein? Je trouve ça un peu poche. On peut le dire de même. Parce que, tu sais, quand tu mets un méchant aussi gros, tu t'attends qu'il y ait un combat épique. Le combat fut assez rapide. Puis je l'ai senti en voyant les scènes qu'il y avait des coupures. Parce qu'il y a des angles qui manquent à monter dans les scènes. Fait que tu dis, il y avait d'autres scènes de combat un peu par-ci, un peu par-là. Et c'était sûrement trop violent pour les montrer. Fait qu'ils les ont enlevés. Genre, mettons, ils transpercent Venom ou ils transpercent Riot. Même s'il y a un petit ralenti que j'ai bien aimé, c'est à un moment donné, ils tirent les deux sur leur costume, puis il y a de la vibration, Ouais. puis tu vois les deux humains, puis les deux symbiotes en arrière, puis ils se recollent, puis ils recommencent à se battre. Il y avait ça en bande-annonce, malheureusement. Mais j'ai trouvé Non, j'avais pas vu. moi, je l'avais vu dans la bande-annonce parce que j'avais vu la deuxième sans faire exprès. Bref, j'avais aimé cet effet-là. J'ai aimé ce ralenti-là parce que ça a montré à tel point que c'était des symbiotes. C'était comme. Oh, ouais. Ça pour dire qu'à la fin, il était très expédié, ça, je te l'accorde. Puis finalement, tu as un camo de Stanley parce qu'à la fin, il dit pas au début, ils nous font croire que Venom est mort. Et il retournait avec sa copine. Et il jase, puis finalement, il remarche pour retourner travailler. Excusez-moi. Et il croise Stanley qui dit il faut pas que ta perte, celle-là, est faite pour toi. Puis il dit une autre affaire, mais j'oublie parce que il dit pas qu'il sourit, puis il dit de quoi lui aussi, puis il s'en va. Bref, j'ai mis le caméo parce que pour une fois, Stanley parlait quand même pas pire. Et le film se finit, je pense, là-dessus. Ben, Non, il reste les post-crédits. il se finit qu'il va dans le dépanneur puis qu'il bouffe Le gars. le gars, parce qu'au début du film, il y a un gars qui vient chercher l'argent dans le dépanneur. À la fin, il dit bah, qu'il est retourné là pour acheter des trucs. Et il entend le malfaiteur. Puis là, en fait, c'est intéressant parce qu'il explique à Venom c'est quoi la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne Ouais. pour savoir qui a le droit de bouffer. Et il dit cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Il dit oui. Puis là, la scène suivante, tu vois Venom, il est face à lui. Puis il le regarde, puis il dit si tu reviens ici, et je vais le dire tel quel, on va te bouffer ton visage, tes bras, tes jambes, et tu seras un homme tronc qui va rouler sur lui-même. Puis là, il est en train de shaker, puis là, il le dépose, puis il arrive pour se retourner, puis je sais pas qu'est-ce qu'il dit finalement, puis il se retourne, il dit ah, je vais le bouffer pareil. Non, il arrive pour le déposer, puis il dit t'es qui toi? Puis là, sa face se met à moitié, puis il dit nous sommes Venom. Puis là, il lâche, puis il le reprend, puis il le bouffe. Je sais pas pourquoi il le bouffe finalement. Parce qu'au début, il voulait le laisser aller, puis finalement, il le bouffe. Il dit, je pense finalement, je vais le bouffer, en tout cas. J'ai un petit blanc sur cette scène-là. Mais elle était dans l'annonce, ce que je trouvais particulier, vu que c'est la dernière scène du film, puis elle met dans l'annonce, je trouve ça assez particulier. Ça pour dire qu'ils ont essayé de faire un gag avec Venom, puis ça a comme pas vraiment marché. C'était moyen. Mais j'ai aimé le fait qu'ils ont essayé de montrer le côté terrifiant qui avait été quand même exploité dans le film, mais pas à sa juste valeur. J'espère que ça va être mieux développé dans les prochains films. Et tu as les scènes post-crédit. La première, je m'y attendais, même si je m'attendais à ce que ce soit dans le film en soi. Tu me laisseras la deuxième après. Mais ils l'ont mis dans le générique. Et encore une fois, c'est une des rares fois que j'ai vu une scène aussi fidèle au comique. Il faut que je donne ça au film Venom. Cette scène-là, du coup, la première scène, je ne vais pas vous faire spoiler. Skipper les prochaines minutes. Bref, ça montre la prison de Saint Quentin. Et on voit Dibba qui est envoyé là parce qu'il y a quelqu'un qui voulait le voir pour y conter son histoire. Et en contrepartie, il va avouer quelques crimes qu'il a fait, quelques meurtres. Et en marchant, il dit ce gars-là, c'est genre le plus grand meurtrier de l'histoire. Et il tue tellement de monde. Je comprends pas pourquoi on vous laisse aller le voir parce qu'il mérite aucune pitié, aucune attention journalistique. Il dit moi je suis là pour faire mon travail, je suis là pour raconter une histoire. Fait que là, il y a des bras qui arrivent dans la cellule. Puis il y a un gars roux de dos qui se retourne, puis qui est joué par Woody Harrelson, qui avait été annoncé il y a bien longtemps pour le film, en disant qu'il allait jouer le personnage de Carnage dans Venom. Et il est là, puis il s'approche, puis il dit des bois qui approche ça, puis il commence à jaser, puis il dit quand m'a sorti de là, ça va être un vrai
Carnage. Les cheveux roux bizarres. Ben, c'est parce que dans les comics, ils mettent beaucoup l'accent sur ses cheveux. Ils sont quasiment sont rouge sang dans les comics. Pour montrer qu'il est violent, puis aussi pourquoi la couleur de son symbiote est rouge. C'est aussi lié en ça. Ouais, mais c'était bizarre comme costume, là. Ses cheveux sont bizarres, là. Ça fait pas que la face de Woody, là. Ils ont voulu trop extrapoler ça, surtout qu'on a l'habitude de voir un Woody soit avec des longs cheveux, soit chauve. Ouais. Là, il était roux, puis surtout ses cheveux d'habitude sont soit gris ou bruns. Mais c'est parce que ça avait vraiment l'air d'une perruque, là. J'avais l'impression aussi, mais en même temps, ça montrait l'aspect comique dans la mesure que dans les comics, quand tu vois ce personnage-là, il y a un regard psychopathe puis il a les cheveux rouges sang. Là. Je pense que c'est ça qui va ressortir. Puis j'ai mis le fait que c'était un beau teaser pour Carnage, puis c'était bien représenté le personnage. Je trouve que Woody Harrelson l'avait bien. Même si je m'attendais pas que cet acteur-là fasse ce rôle-là, je trouve qu'il l'avait bien pour ce que j'ai vu à date. Puis j'ai hâte de le voir en Carnage, puis de voir l'aspect de Carnage. Donc bref, c'était pour la première, je te avec la deuxième. J'ai une déception, puis je vais m'expliquer pourquoi. Moi, on s'entendait à un autre comme mini punch ou un teaser pour peut-être un film pour genre Morbius ou Morbius, Black Cat, whatever. C'est pas du tout ça. En fait, c'est un extrait du film de Spider-Man de Into the Spider-Verse. The Spider-Verse, ouais, c'est ça. Et c'est un extrait d'à peu près 5 minutes quand même là. Ouais, facilement 5 minutes. Après, ouais. Et je vais vous expliquer pourquoi que ça m'a dérangé. D'ailleurs, j'ai trouvé ça cheap dans le fond que ne pas nous utiliser autre chose tant qu'à faire mais rien. Puis la deuxième affaire qui m'écoeure, c'est que toi puis moi, on fait vraiment des efforts pour pas regarder toutes les bandes annonces des films de Spider-Man ou n'importe quel film qui nous donne vraiment envie pour pas. On veut avoir des surprises quand on va au cinéma. Puis là, on s'est pogné avec un extrait de 5 minutes. Puis tu sais, t'es dans la salle, tu finis par faire comme fuck off, moi l'écouter. Mais là, on a vu vraiment un long extrait. C'est pas une bande-annonce, c'est un extrait de film. Et ça m'a vraiment comme gossé parce que je voulais pas voir cet extrait-là. Parce que toi et moi, on va aller le voir le film au cinéma. Oui. On a super hâte de le voir. Mais j'aurais voulu éviter ça et là, on était pogné à regarder cet extrait-là. Puis j'ai trouvé ça cheap. Mais le film, l'animation a l'air excellente. Oui, j'adore les dessins de ce film-là. C'est super beau. J'ai hâte de voir ce film-là. Effectivement, la scène me surprit, mais en même temps, ça me rappelait... j'ai la misère à me rappeler, je pense que c'était à la fin des 4 Fantastiques ou du dernier d'Amazing Spider-Man 2. Il avait mis une scène de X-Men First Class pour teaser les X-Men. Ça n'avait aucun lien avec le film qu'on venait d'écouter, ce qui était, il me semble, Spider-Man Amazing 2, mais je suis pas certain à 100%. Ouais, c'était à cause d'un deal qui n'avait pas été tenu, je sais trop quoi. Puis, ça m'avait surpris parce que dans la mesure que j'avais aimé la scène, mais en même temps, ça cadrait pas parce que là, on partait d'un film de Spider-Man, pas dans les X-Men. Il me semble que c'est Spider-Man, je suis presque sûr. Désolé si je me trompe de film, il me semble que c'est Spider-Man, mais c'était pour. Pas pour First Class, excusez-moi, c'était pour Day of Future Pass. Puis c'est une scène avec Mystique. Ouais. Je me rappelle clairement, ça m'avait marqué. Et c'est pour faire comme une publicité. Et je pense que c'est un peu le même principe ici. Ils voulaient faire comme la publicité de leur prochain film de Sony, qui est Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est quand même qui est très attendu comme film d'animation. Qui a l'air très bien. Ça a l'air très bien, j'ai hâte de le voir d'ailleurs. Mais effectivement, ça aurait pu être autre chose, je suis bien d'accord. Mais je pense qu'on va pas s'étaler plus sur cette scène-là. Je veux pas rien spoiler non plus en rapport à ça. Donc c'est déjà fini. Ouais. On va avec notre note. Ouais. J'ai hâte de t'entendre, vas-y. C'est un film mauvais, c'est raté de bord en bord. Il y a quelques scènes qui peuvent sauver un peu le film. Tom Hardy, il reste quand même excellent. Ouais. Mais le montage est bizarre. Le reste des acteurs, ça ne suit pas. Les effets spéciaux sont datés. Les personnages, ça marche pas. Venom, on y croit plus. Il est tout sauf méchant. C'est pas un méchant de Spider-Man là-dedans. C'est dans les meilleurs amis de Spider-Man. C'est comme ça que je le vois. Le film a été mensonger sur bien des aspects. J'ai de la misère à pardonner Sony. J'ai l'impression qu'ils partent vraiment mal pour ce qui s'en vient pour le Spider-Verse. Fait que je donne quand même la note de 1.5 sur 5. Toi, Mathieu? Je m'attendais à ce que c'est un 1 ou 1.5, mais c'est bien, c'est bien. Moi, écoute, c'est difficile comme note dans la mesure que de ton bord, j'ai beaucoup de haine envers ce film-là qui me font poser beaucoup de questions sur mon propre jugement en matière de cinéma. Reste que je constate que j'ai quand même un très bon jugement en matière de cinéma, souvent plus éclairé que toi quand tu jettes beaucoup de haine envers des films qui injustement... Ah oui, c'est peut-être toi qui es trop fin et qui n'a pas d'esprit critique. Bref, j'aurais tendance à croire que la note de 80% par le public est un peu exagérée pour ce genre de film-là. Même si pour Suicide Squad, j'avais donné une note un peu plus élevée qui se rapprochait quand même de ce genre de notes-là. Dans ce cas-ci, je serais plus tenté dans une note. Je serais tenté avec un 2.5 sur 5. Parce que j'avais tendance à peut-être donner 3, mais il y a quelques petits défauts que je chicote. Parce qu'ils ont comme tu as dit, ils nous ont garoché, ils nous ont dit beaucoup de mensonges à travers
la création de ce film-là, et ça m'a beaucoup dérangé. Et aussi le fait qu'à dernière minute, on décidé que ce soit un film général. En charcutant le film, ça a apparu. Ça a enlevé beaucoup de qualité à ce film-là. Il reste que Tom Hardy est un excellent acteur, et dans ce film-là, il est excellent. C'est lui qui porte le film sur ses épaules, je ne répéterai pas assez. Sinon, j'ai aimé l'apparence de Venom pour ce qui était. J'ai aimé quelques scènes d'action, entre autres la scène de la moto, comme j'ai mentionné. J'ai aimé les références aux comics, vu que je suis un grand amateur de comics. J'ai adoré qu'ils prennent le temps de faire des belles références. Dans les films de Marvel, ils en font, mais des fois c'est plus subtil, ou des fois ça se fait des scènes vraiment clés. Je me rappelle toujours de le film Captain America Civil War, où à la fin du film, quand Iron Man et Tony Stark se battent, à un moment donné, t'as un ralenti où t'as Captain America qui était à genoux, qui tient son bouclier avec ses deux mains, puis t'as Tony Stark avec ses deux mains qui poussent sur le bouclier avec ses lasers. C'est l'image qui a été tirée du comic Civil War. Littéralement, c'est la même scène. J'ai adoré ça parce que ça fait un beau clin d'œil, ça rend fidèle à l'œuvre. Mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Et j'ai aimé les quelques références, surtout des références peu connues, comme le fait que Venom était une femme à la base. J'ai aimé ce petit clin d'œil-là dans le film. Sinon, la fin est très expédiée, comme j'ai dit. Quelques effets spéciaux qui dérangent. Le méchant est oubliable et probablement qu'on n'entendra plus jamais parler. J'aurais préféré que ce soit Carnage. Même si je comprends la logique de ce méchant-là, j'aurais préféré que ce soit Carnage comme méchant, mais en même temps, ça aurait peut-être pu un peu miner la suite, même si je vois d'autres potentiels pour d'autres films, parce qu'il existe plusieurs symbiotes avec des histoires très intéressantes. Reste que dans l'ensemble, il y a plusieurs défauts, mais il y a quelques bonnes idées, dont Tom Hardy, dont Venom, dont, entre autres, le choix de la ville, quelques effets spéciaux assez intéressants. Bref, pour toutes ces raisons-là, 2.5 sur 5. C'est déjà tout. Vous pouvez me suivre comme d'habitude, moi, Mathieu Bec-Prévost, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. La Ligue des Cinévores, vous pouvez la suivre partout. YouTube, Facebook, Twitter, iTunes, DJ Pod, RZO. Vous pouvez nous suivre sur le canal Cinéma. Vous pouvez nous suivre au 101.9 CHI. Les samedis soirs dès 20h. Je tiens à préciser une petite note sur celui-ci. Dû à mon erreur personnelle et non celle de Max, l'épisode de la semaine passée, c'était la même que cette semaine. Donc ça fait 2 semaines que le même épisode roule à la radio. J'ai complètement oublié de faire le montage. C'est mon erreur personnelle. Je tiens à m'excuser. Ça m'était complètement sorti de la tête. Il m'est arrivé quelques petites aventures, péripéties sur les dernières journées qui m'ont fait oublier mon planning habituel. Donc j'ai oublié de faire mon montage, qui n'est pas tant long à faire, mais c'est quand même important de faire parce que pour la radio, il faut que je fasse du découpage parce que notre émission varie à chaque épisode. Donc il faut que je l'imagine juste pour que ce soit toujours dans le même cadre pour la radio, parce que la radio, on a toujours le même temps pour l'émission. Donc bref, tout ça pour dire que c'est tout pour l'émission. On vous dit de rester à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine. Rapporte-moi-en du poulet, du lait au chocolat.